Aujourd'hui, on s'est dit que ce serait vraiment le fun de faire un débat sur l'indépendance. Premièrement, on se parle. J'ai jamais parlé à un gars de Saskatoon. Ah, moi, j'ai parlé des gars de Saskatoon, Ben, ils sont cool. tant mieux, mais je pense que la majorité des Québécois n'ont pas parlé à des gars de Saskatoon. J'ai demandé aussi, qu'est-ce qu'il pense des critiques qu'il a reçues? Je pense qu'on peut se comprendre que, je veux dire, je voulais lui parler en privé avant de commencer à dire n'importe quoi en public. Ah, puis oui, j'ai demandé pour les brownies. Alors, on est avec Farnel Morissette, ça va bien? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Ben, merci beaucoup d'être là. Pourquoi c'est important justement pour toi de venir à Génération Oui, un balado indépendantiste? Tu te présentes avec le Parti libéral. Fait que pourquoi c'est important pour toi? Moi, je pense qu'à la base, on est tous Québécois. C'est important qu'on se parle entre nous. J'ai l'impression que très souvent, quand on prend le temps de se parler, on réalise que oui, on a des désaccords, mais on a beaucoup plus de points d'accord. Et puis, on tend, dans une espèce de monde très polarisé dans lequel on vit, à les perdre de vue. C'est moi, une des choses que j'aimerais faire, c'est tirer une bûche de l'espèce de feu de polarisation qu'il est en train de prendre. Alors, je pense que c'est super important de faire ça. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as l'impression, justement, là, tu veux retirer une bûche? Est-ce que tu penses que c'est possible dans le Oui. milieu politique? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Et je pense que c'est particulièrement vrai au Québec. On n'a pas une culture de vouloir se chicaner entre nous. Tu sais, souvent, on dit ça d'une façon un peu négative, comme si on avait peur des débats. Je pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est vraiment plus qu'on réalise que c'est à notre avantage de se tenir le plus serré possible, tout en laissant de la place pour des débats, des discussions. Mais le vent de polarisation qui nous vient d'ailleurs, je pense, c'est pas notre état. C'est pas notre état culturel normal. Alors, c'est juste de se le rappeler entre nous, je pense. C'est ça, il faut toujours trouver l'équilibre parce que Ouais. moi, je suis un mordu de politique française. Mm. J'écoute beaucoup de débats, mais Ouais. c'est pas C'est pas un exactement... modèle que je pense qu'on non, devrait c'est adopter ça. chez nous. Exactement, Non. mais en même Ouais. temps, ça prend un équilibre, ça prend des débats. Oui. Il faut être capable de s'asseoir C'est ensemble ça. comme qu'on le fait aujourd'hui. Ouais. puis Il ne faut pas d'échanger, aller. Je veux dire, l'autre extrême, c'est par exemple t'as des cultures comme le Japon où juste dire que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est un gros tabou social. Tu sais, non, on est capable de se parler aussi. Là. Exact, exact. Là, je le disais, tu te présentes avec le Parti libéral du Québec dans Tachereau, Ouais. donc c'est à Québec pour celles et Ouais. ceux qui veulent se Centre-ville de situer. Québec. Le centre-ville de Québec. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans cette élection-ci? Dans cette élection-ci, plus particulièrement, c'est de réaliser que je vois les procédures qui viennent, les espèces de réalités culturelles qui viennent d'ailleurs, qui commencent à vanter chez nous. Je vivais à New York pendant la première administration Trump. J'ai vu ce qui arrive quand une société devient trop polarisée, quand elle commence à swinguer d'un extrême à l'autre, quand tout devient une question de qui va gagner la prochaine élection, puis là, on commence à faire des énormes changements en fonction de juste cette élection-là. Je pense que c'est important de s'impliquer pour justement essayer de baisser le cran un peu pour se bâtir une espèce de digue contre cette espèce de marée culturelle-là qui nous vient d'ailleurs. Alors, je pense que c'est le temps de le faire. Tu sais, j'ai vu certaines choses que le gouvernement actuel a fait qui m'ont un peu inquiété, que je trouve qui mènent dans une direction peut-être un peu trop de bras durs avec l'utilisation de l'autorité, avec l'utilisation du pouvoir du gouvernement. Et puis, ben, je voudrais reculer un peu là-dessus. Puis, je veux dire, en même temps, j'ai passé 10 ans à vivre à l'extérieur. Quand je suis parti versus quand je suis revenu, j'ai remarqué des gros changements qui n'étaient pas tous pour le meilleur. Tu sais, Tachereau, centre-ville de Québec, tu as Saint-Roch qui est là, entre autres, et puis la réalité avec la crise de l'itinérance, mais aussi toutes sortes d'autres problèmes de sous-financement des organismes communautaires. Tu sais, ça se voit maintenant. Puis ça, c'est des résultats, je crois, de mauvaises décisions qui ont été prises pendant des années. Et il faut commencer à les prendre au sérieux et il faut avoir une approche beaucoup plus pragmatique, moins axée dans l'espèce d'idéologie de vouloir le faire à sa façon absolument. Il faut juste trouver des moyens qui fonctionnent. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai écouté évidemment beaucoup de podcasts, probablement tous les podcasts que tu as fait avant de faire celui-ci. Puis tu disais beaucoup ça comme un élément de réponse quand on te demandait pourquoi tu fais du contenu sur les réseaux sociaux. Fait que c'est très cohérent. J'aurais envie de dire, c'est quoi la coche de plus pour se présenter? C'est quand même une grosse étape, là, se présenter aux élections. Oui, c'est une grosse étape, mais pour moi, pas tant que ça. Parce que, tu veux pas, à partir du moment où tu ramasses ton téléphone, puis tu pèses sur le petit bouton rouge, et puis tu te montres ta face en train de parler de questions sociales, questions politiques, questions économiques, tu rentres un peu dans l'arène. Et puis, je fais toujours attention pour le dire. On me demandait souvent, est-ce que tu vas te lancer en politique? Puis je disais toujours, la politique, c'est pas juste se présenter aux élections, c'est pas juste mettre sa face sur un poteau. La politique, c'est tout ce qu'on fait pour parler de comment on devrait s'organiser ensemble pour vivre ensemble. Alors, pour moi, mon choix maintenant de me présenter, c'est une continuation de cet idéal-là, de cette idée-là. Je pense, ça fait 5 ans que je parle sur les médias sociaux de l'importance de l'implication citoyenne à tous les niveaux, de toutes les façons qu'on peut le faire, selon nos capacités, selon notre confort. Se présenter aux élections,
ça rentre dans cette logique-là pour moi. Puis pourquoi avoir choisi le Parti libéral du Québec? Parce que c'est le parti qui est le plus proche de où je suis et de où je veux aller. C'est pas un parti qui est parfait. Je veux dire, faut toujours se rappeler aussi, puis ça, je pense que c'est important, je parle de retirer une bûche de la partisanerie. Là, fondamentalement, un parti politique, ça n'existe pas, sauf dans la tête des gens. C'est un parti politique, c'est les gens qui le forment, puis c'est les idées qu'ils veulent mettre de l'avant ensemble. Et si on essaye de seulement travailler avec des gens qui sont parfaitement alignés avec nous sur tout, on va se retrouver seul, puis on ne va pas être capable de faire grand-chose. Alors, entre autres, je parlais de la crise de l'itinérance. Pour moi, un des facteurs importants à ça, c'est évidemment le logement. L'engagement de bâtir 100 000 logements par année, ça me parle beaucoup parce que j'ai quand même des études en économie. On peut faire plein de choses à court terme, à moyen terme pour essayer de pallier au prix du logement, mais fondamentalement, si on ne construit pas, puis surtout si on ne construit pas de ce que les gens ont besoin, c'est pas juste du logement dans le marché, on est juste en train de réarranger un paquet de cartes qui manque certaines cartes. Mais aussi la défense des droits et libertés, c'est super important pour moi. On parle d'autres sociétés où on commence à voir une montée de mouvements autoritaristes. Ça commence généralement par deux facteurs. Le premier, c'est un sentiment d'inéquité économique et le deuxième, c'est une perte des libertés, des droits et libertés fondamentales. Je commence à voir ça chez nous aussi. Je sais où est-ce que ça s'en va et pour moi, le meilleur véhicule pour limiter ça, c'est le Parti libéral. Alors, je fais mon bout du chemin pour me rendre où il est. Je reconnais que je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes les positions où on veut aller, mais l'arrêt final, pour moi, c'est la défense de ces valeurs-là. Et je suis prêt à travailler avec les gens qui partagent ces valeurs-là. C'est intéressant. Évidemment, on pourrait revenir sur chacun des éléments. Là, les 100 000 logements, très rapidement, comment qu'on fait ça? C'est un objectif ambitieux? C'est un objectif ambitieux, oui. Puis il y a plusieurs façons différentes de le faire. Le retard qu'on a présentement dans la construction de logements, je pense, et on ne peut pas le résumer à une chose. Il y a des éléments qui relèvent du gouvernement fédéral là-dessus, les taux d'intérêt, la politique fiscale, la politique monétaire. Il y a des éléments qui relèvent du gouvernement provincial. On parle entre autres de la marge de manœuvre qui est donnée ou qui est retirée des municipalités de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Il y a un retard dans les infrastructures municipales aussi. On a beau avoir toute la volonté de construire, si les aqueducs ne sont pas là, si les routes ne sont pas là, on fait juste se prévoir d'autres problèmes dans l'avenir. Alors, il y a un gros rôle du provincial là aussi. Puis finalement, il y a un rôle du municipal, évidemment, à revoir ou à ajuster sa réglementation en fonction de ses besoins. Puis ça, je laisse ça aux municipalités. C'est une question honnête qui me vient, c'était pas prévu. Ça fait quelques mois que Charles Milliard est là. C'est quoi la position actuelle du Parti libéral sur les seuils d'immigration, notamment? Est-ce que vous avez une volonté de les augmenter, de les diminuer, de les maintenir? Oui, ça, c'est la question qui vient toujours. Puis là-dessus, je veux dire, j'ai eu des bonnes discussions avec plein de gens au parti. On tend à voir l'immigration, puis là, je reconnais qu'on est à Montréal, puis moi, je viens pas de Montréal. Moi, j'ai une réalité différente. Comme si c'était un seul chiffre. Puis ça, je veux dire, ça, c'est un thème qui va, je pense, être récurrent dans nos discussions. L'idée qu'il faut avoir une approche de mur à mur, comme si on pouvait faire les mêmes politiques à Montréal qu'à Québec, qu'en Beauce, qu'en Gaspésie. Il y a, je crois, peut-être une surreprésentation de Montréal dans les choix où les seuils d'immigration, où les immigrants décident de s'installer pour toutes sortes de raisons différentes. Il faut revoir l'immigration en fonction de la réalité régionale de chaque endroit et puis réduire ça à est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on garde la même, est-ce qu'on réduit. On s'attache une main derrière le dos si on les voit strictement de cette façon-là. Alors, je crois beaucoup en la décentralisation des prises de décision. Je pense que c'est une décision qui n'est pas obligée d'être prise de façon centralisée. Il faut que ce soit prise de façon régionale. Est-ce que ça veut dire que chaque région, dans un gouvernement libéral, aurait son seuil d'immigration? Ben ça, je veux dire, je ne suis pas chef du Parti libéral, alors je ne peux pas dire qu'est-ce qu'un gouvernement libéral ferait, mais je serais certainement confortable avec une approche du genre, oui. Est-ce que c'est la position... Je pose la question, je ne connais pas la position du Parti libéral. À ma connaissance, on n'est pas allé jusque-là, mais c'est une question de... Il faut quand même que c'est une décision qui est centralisée, là, mais comment elle va être divisée après, ça va être selon les besoins des régions. OK. La plateforme électorale, j'imagine, ça s'en vient pour les prochains mois. Puis c'est là qu'on va avoir le détail de ça. C'est vraiment le fun. On est réellement en train de la bâtir. Ça, c'est un peu un résultat d'une espèce de conjoncture du fait que, bon, ben, on ne va pas se cacher, il y a quelques mois, le chiffre du Parti libéral a changé. Alors, avec ça, veut dire que toute la plateforme est en train de se bâtir maintenant. Typiquement, à ce point-ci, un parti aurait déjà sa plateforme pas mal finalisée.
Ce qui veut dire que les nouveaux candidats qui sont nommés, ils ont beau aller voir leurs organismes communautaires, leurs membres de leur communauté, puis les écouter. Si la plateforme est déjà finalisée, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire. Mais pour de vrai, je rencontre des gens, j'écoute ce qu'ils disent, je peux après ça me virer de bord et parler au parti et avoir confiance que ça va être pris en considération dans la construction de la plateforme parce qu'elle est en train de se construire. Mais il commence pas à se faire tard un peu? Tu n'as pas une impatience justement de pouvoir donner ce genre de réponse-là aux questions des gens? Non, au contraire, moi, je le vois d'un très bon œil que la plateforme soit encore en train de se bâtir parce que je veux dire, il y a encore plein de candidats qui n'ont même pas été nommés de tous les partis, là. Ce serait un peu injuste pour ces nouveaux candidats-là qui vont être choisis, nommés dans les prochaines semaines, de leur dire « Ah, ouais, mais non, il est trop tard pour ajouter des choses à la plateforme. » Ces gens-là aussi devraient être écoutés. Ils ont le droit d'être écoutés, puis ils ont besoin eux aussi d'être capables d'aller voir leur communauté, d'écouter ce que leur communauté leur dit, se tourner de bord, puis travailler pour que ça se soit inclus dans la plateforme. Alors, moi, je ne suis pas pressé. Ils ont peut-être besoin de savoir pourquoi ils s'engagent. Moi, si je m'engage, disons, au Parti québécois, je me présente avec eux. Pour moi, c'est important de savoir ça va être quoi la position sur l'immigration, parce que si je ne suis pas confortable avec, je ne vais pas l'apprendre à mi-chemin. Oui, mais ça, pour moi, je le vois un peu comme un entonnoir, là. Il y a certaines choses, il y a des grandes lignes, des grandes orientations philosophiques qui sont pas mal claires, tu sais. Mais comment est-ce que ça va se refléter exactement dans la plateforme précise? Je pense que c'est normal à ce point-ci que les détails ne soient pas encore réglés. OK. Il y a beaucoup de gens qui te voyaient puis qui te voient peut-être encore aujourd'hui comme plus de gauche. Puis je sais, je t'ai entendu beaucoup. Gauche-droite, j'aime pas trop ces termes-là parce que je trouve que ça nous divise plus qu'autre chose. Moi, je suis un progressiste. La raison que j'aime pas gauche-droite, c'est pas parce que, souvent quand les gens disent ça, je suis ni de gauche ni de droite, c'est un peu un cop-out, là. Je suis pas confortable avec ça du tout. C'est plus que, j'ai l'impression que si tu prends 5 personnes différentes puis tu leur demandes c'est quoi la gauche et la droite, tu vas avoir 10 définitions différentes en sortant de ça. Ça devient des mots qui nous divisent au lieu des mots qui nous permettent de nous parler entre nous. Je suis un progressiste. Je crois que le bien commun devrait idéalement passer avant le bien individuel, mais ça veut dire généralement que la meilleure personne pour comprendre c'est quoi ses besoins, c'est cette personne-là. Alors, il y a un équilibre à faire où on doit donner aux individus le plein pouvoir de choisir c'est quoi ce qui est meilleur pour eux. Et après ça, la collectivité a son bout de chemin pour distribuer les ressources à chacun pour que chacun puisse faire ce qui est meilleur pour lui en ayant confiance que l'instinct humain naturel, c'est de vouloir faire ce qui est le meilleur pour sa communauté. Je suis assez d'accord avec toi sur l'axe gauche-droite. Des fois, c'est difficile de se positionner parce que, bon, il y a l'axe économique, il y a l'axe social. Fait que des fois, on peut être dans un cadran puis dans l'autre opposé. Mais disons, mettons, juste sur la ligne économique. Est-ce que tu es plus de gauche ou de droite? Parce que ça, on peut le définir quand même assez clairement. Même là, je suis quelqu'un qui prône la décentralisation. Alors, même là, parce qu'économiquement, gauche-droite, encore une fois, il y a des difficultés dans la discussion, mais je pense qu'économiquement, on devrait décentraliser les décisions le plus possible. Ce qui veut dire pas nécessairement au niveau de l'individu. Quand on parle de décentralisation, on devrait distribuer les décisions pour qu'elles soient le plus proche possible des gens qui vont subir les résultats de ces décisions-là, mais où sont encore capables d'avoir un impact efficace ensemble. Si on va jusqu'à dire la meilleure chose à faire, c'est de réduire les taxes au maximum puis remettre le plus possible d'argent dans les poches de chaque individu, on se coupe la capacité de faire des grands projets collectifs ensemble. Puis ça, je ne pense pas que c'est nécessairement bon non plus. Mais généralement, je préférerais que les décisions économiques soient le plus proches des gens qui vont être affectés et le moins centralisées au gouvernement. Selon moi, économiquement, le rôle d'un gouvernement, c'est de s'assurer que le terrain est fertile. J'ai grandi à l'île d'Orléans, là, on voit mon passé dans ce monde agricole. Que le terrain soit fertile pour que les récoltes poussent par elles-mêmes, au lieu que ce soit quelqu'un de centralisé qui dit je vais aller chercher des plantes ailleurs, puis je vais les mettre dans mon sol, puis je vais m'assurer que c'est juste ça qui pousse, puis on va choisir c'est qui les gagnants et les perdants de façon centrale. Je pense pas que c'est une bonne idée. Fait que quel pouvoir économique on pourrait redescendre vers les régions? C'est beaucoup, je pense. C'est moins une question de dire les régions vont avoir le pouvoir de faire telle ou telle chose. Je pense que quand on parle, par exemple, d'entrepreneuriat, c'est de créer un environnement où c'est le plus facile possible pour que les gens qui veulent se lancer en affaires puissent le faire avec un minimum de bâtons dans les roues. Et puis après ça, faire confiance aux décisions locales. C'est normal que les municipalités veulent zoner de façon à favoriser certaines choses en fonction de leur territoire, leurs besoins communautaires. Mais ultimement, c'est pas au gouvernement à choisir quelles industries vont bien aller, quelles industries vont mal aller au Québec, sauf pour des raisons stratégiques. Puis ça, c'est légitime pour des raisons stratégiques, de sécurité, autre chose. Mais c'est vraiment, il faut
rendre ça le plus facile possible pour que les entrepreneurs décident qu'est-ce qu'ils veulent faire, pour qu'ils ne soient pas obligés de passer tout leur temps à remplir de la paperasse, pour que ce ne soit pas une question de cocher les boîtes pour remplir les objectifs du gouvernement. Juste laissons les gens faire ce qu'ils sont capables de faire pour créer de la valeur. On va tous s'en tirer mieux. Donc, c'est moins d'intervention de l'État dans l'économie, comme on a vu par exemple avec Northvolt. Oui. Je suis généralement pas quelqu'un de très favorable à l'interventionnisme de l'État, non. Okay. Fait que ça, c'est plus classé comme de droite économique? Ben, si vous voulez, mais je veux dire, en même temps, quand je parle du non-interventionnisme, ça peut être aussi des coopératives, ça peut être des formes d'entreprises d'économie sociale. Tout ça aussi, c'est une forme de décentralisation de l'économie où on fait confiance aux gens localement pour s'organiser puis laisser aller leur façon de faire de l'entrepreneuriat. Alors même là, j'hésite à dire que c'est de droite ou de gauche. C'est une vision de dire on donne le plus de liberté aux gens localement de faire ce qu'ils veulent faire dans ce qu'ils croient va fonctionner. On va parler bientôt là, de l'indépendance puis du fédéralisme, mais juste avant, c'est une super discussion qu'on a. Les services publics, est-ce qu'on augmente les investissements? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, on voit qu'il y a des lacunes en santé, en éducation. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, je sonnais comme un perroquet, là, mais encore une fois, je pense que la décentralisation, c'est l'idéal. La meilleure chose à faire, je veux dire, moi, j'ai énormément confiance aux gens qui sont sur le terrain à savoir comment s'organiser. Je pense pas que la chose à faire, c'est toujours ajouter des structures administratives par-dessus pour tout gérer de façon centrale. On arrive à des situations où, puis ça, je le sens beaucoup à Québec, tu sais, on sent que c'est des politiques qui sont conçues à Montréal pour la réalité montréalaise. Et ce qui est correct, là, la moitié du Québec vit dans la grande région de Montréal. Mais ça veut dire qu'après ça, ces politiques-là qui sont imposées du haut, qui sont conçues pour Montréal, ne sont pas super bien adaptées à Québec. Puis ça veut dire qu'il y a des frictions additionnelles, il y a des coûts additionnels à ça. Alors, le plus possible, rendre la décision, le décideur devrait être le plus proche possible des gens qui vont vivre avec les conséquences de cette décision. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, je pose la question, si je la précise, surtout parce qu'il y a eu, dans les dernières années, beaucoup de gouvernements libéraux. Là. Moi, c'est pas mal ça que j'ai connu, à part la CAQ qu'on vient de connaître 8 ans. Fait que quand même une grande partie de ma vie, mais l'autre partie, c'était le Parti libéral. Il y a eu beaucoup de coupures dans les services publics. Ouais. Est-ce que c'est encore ça l'esprit du parti? Est-ce qu'on doit couper pour faire des économies puis réduire la taille de l'État, de la dette, ou on est plus dans on veut réinvestir en santé, en éducation? Ben, c'est certainement pas mon esprit de vouloir faire de l'austérité. J'ai porté le carré rouge puis je regrette pas ma décision. Oui? Je l'ai fait fièrement. Il faut qu'on investisse de façon intelligente. Je crois que le problème, c'est pas nécessairement le montant, c'est toutes les structures administratives qu'on met par-dessus. On a beau avoir des grands investissements, encore une fois, je reviens à l'idée, si on a un énorme projet centralisé qui est conçu pour Montréal, puis on a un énorme budget pour ça, bien, c'est sûr que ça va coûter plus cher l'appliquer en Gaspésie, parce qu'il n'est pas conçu pour ça. C'est sûr que ça va coûter plus cher l'appliquer en Beauce, ça va coûter plus cher l'appliquer en Abitibi, ça va coûter plus cher l'appliquer à Québec. Alors, je suis moins axé sur est-ce qu'on met plus ou moins, je suis beaucoup plus intéressé à comment est-ce qu'on fait ces investissements-là. Je comprends. Aujourd'hui, c'est quoi les forces du Parti libéral en 2026? Il y en a... On ne sera pas d'accord avec ça, puis c'est correct. Mais je pense que la première, c'est que c'est un parti qui axe énormément sur l'économie. Et puis, je veux dire, moi, j'ai fait des études là-dedans. Je crois qu'à la base de toutes les questions de stabilité sociale, c'est des questions d'abord économiques. Une société, un peuple qui va bien, qui a confiance en son avenir économique, c'est un peuple qui va être stable et qui va être paisible. Et ça, c'est l'objectif qu'on veut. Puis ça, quand on regarde ailleurs dans le monde, c'est pas toujours donné. Alors, cette première chose-là, c'est de se concentrer sur l'idée d'avoir une économie forte qui est au service de tout le monde. Je pense que ça, c'est une grosse force. Je pense aussi qu'une des grandes forces, c'est de dire, on a eu là, une grande vague des 8 dernières années de la CAQ qui était très centralisatrice, qui voulait là, que toutes les décisions se prennent au Conseil des ministres et le reste de l'appareil étatique était à peu près juste là pour être des exécutants, pas là pour être des yeux, des oreilles puis des neurones dans le grand corps étatique. Alors, je pense que l'idée de décentraliser, de régionaliser les décisions le plus possible, c'est une autre grande force du parti. Le dernier gouvernement libéral, le gouvernement Couillard, n'avait pas justement fait la même chose dans le réseau de la santé? Je le pose de mémoire, là, je ne l'ai pas devant moi, mais il me semble qu'en santé, il avait fusionné des structures puis il avait centralisé, non?
Je suis plus là. Je veux dire, comme je disais, j'ai porté le carré rouge. Et puis, ça m'intéresse beaucoup Donc, plus le à parti regarder. a évolué. Le parti a évolué. Moi, j'ai évolué aussi. Mais c'est surtout, je veux dire, je me joins pas au parti de Philippe Couillard. Je me joins au parti tel qu'il est actuel avec les gens qui sont là maintenant. OK. Fait que t'aurais pas été candidat pour Philippe Couillard à l'époque? Probablement pas, non. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Puis si je pose l'envers de la médaille, c'est quoi les plus grandes faiblesses du Parti libéral? Il est très mal connu. Le parti ou... Le parti et on a, je veux dire, on a encore une vision, puis ça c'est normal, là, mais on tend à voir les partis politiques comme si c'était des êtres humains en soi, comme si c'était des personnes. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, quand ils pensent au Parti libéral, ils pensent encore aux années Philippe Couillard, aux années de Jean Charest, quand ça fait une décennie et plus que c'est plus ça. Alors, je pense que sa faiblesse, c'est que dans l'imaginaire populaire, c'est encore le parti d'il y a 10 ans et plus, plutôt que le parti qu'il est actuellement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très surpris de savoir c'est quoi les positions actuelles du Parti libéral du Québec. C'est intéressant. Moi, honnêtement, j'ai pas l'impression que le parti a changé tant que ça. Je suis beaucoup la politique québécoise, comme toi d'ailleurs, là. Quand je regarde les discussions au Parti libéral, j'ai suivi beaucoup les 2 dernières chefferies, surtout la première, là, qui avait plus de débats. Philippe Couillard, Jean Charest, je sens pas que le parti a pris une distance avec leur héritage. Au contraire, c'était célébré même. Puis c'est pas mauvais, là, il faut juste je pense reconnaître. que tu peux reconnaître c'était quoi le passé de ton organisation sans nécessairement vouloir refaire ce passé-là. De la même façon, moi, je suis très content, je suis très fier de mon grand-père, mais ça ne veut pas dire que je veux vivre sa vie. On évolue puis on avance. OK. On ne peut pas passer à côté des scandales qui ont eu lieu au Parti libéral, les brownies, les prête-noms, la campagne à la chefferie, tout ça. Ouais. Toi, je sais que je t'ai entendu dire que tu as regardé la campagne de Charles Milliard avant de te lancer, tu as regardé les finances, tout ça. Est-ce que tu sens que ça a bougé, ça aussi, au Parti libéral? Il y a encore des enquêtes en cours, là? Il y a encore des enquêtes en cours. C'est des enquêtes, c'est des enquêtes qui touchent des gens qui ne sont plus au parti, qui étaient déjà plus au parti quand j'ai accepté de me joindre à ça. Mais je veux dire, regarde, je comprends que c'est pas tout le monde qui va être satisfait par ça. Je pense qu'il y a un peu un traitement un peu injuste là-dessus, dans le sens où médiatiquement, c'est le narratif facile. Puis tous les partis subissent un narratif médiatique facile quand on a besoin de rapidement taper sur quelqu'un. Le Parti québécois, on les accuse de racisme, de xénophobie. Québec solidaire, on dit que c'est un monde de licornes, c'est des woke. Le Parti libéral, c'est que c'est une gang de corrompus. Puis on parle pas, par exemple, d'autre chose. Je veux dire, on parle pas du fait que présentement, Pierre-Carl Péladeau, l'ancien chef du Parti québécois, est devant les tribunaux pour 137 000 $ de dons illégaux à sa course à la chefferie. Parce que c'est quand on a besoin de taper sur le Parti québécois, on trouve autre chose médiatiquement. Mais ça, c'est pas de la corruption, par contre. Ben, c'est contraire à la loi électorale. Je veux dire, il a violé la loi électorale à la hauteur de 137 000 $. Pour rembourser sa campagne à la chefferie. Donc, il aurait pu faire aussi un trou puis pas le rembourser. Je suis pas d'accord avec ça. Il viole la loi électorale, etc. C'est devant les tribunaux. Mais on parle pas de gens qui font de la corruption. Là. Il y a tout un autre système. Là. Il y a je pense que si quelqu'un est capable de violer la loi électorale pour se financer sa propre course à la chefferie parce qu'il est très riche, oui, c'est une forme de corruption. Ben, OK, on ne sera pas d'accord avec ça. Je ne suis pas l'avocat de Pierre-Carl Péladeau, là, mais il me semble que les mots ont un sens. Puis il a remboursé la dette de sa campagne à la chefferie. Et on le voit, moi, honnêtement. Il s'est financé une campagne électorale de façon illégale. Moi, c'est pas de la partisanerie parce que je sais que le même procédé a cours en ce moment au Parti libéral. Il y a des candidats qui ont des dettes à la chefferie, puis jamais que je vais leur acheter. Je sais que c'est une réalité, que c'est compliqué là, de ramasser des fonds en politique dans une campagne à la chefferie. Lui, il pensait, dans tous les cas des candidats, ça arrive dans tous les partis, les candidats pensent obtenir suffisamment de dons pour se rembourser. Lui, il a été chef, je veux dire. C'est pas un candidat, là, il a été chef du parti. Ouais, ça change quoi? Ben, ça change que c'est pas un candidat qui a fait ça. Il a été chef, il s'est essentiellement payé sa chefferie, qui s'est remboursé lui-même de façon illégale, qui est capable de faire parce que c'est un homme très riche. Je sais pas, je serais pas d'accord avec ça. Je pense que c'est ça, c'est peut-être un défaut de notre système qu'il faut corriger, là, justement, parce que je pense qu'on l'a vu dans tous les partis, de dire que c'est de la corruption, je n'irais pas jusque-là. Est-ce que c'est pas correct? Est-ce que c'est pas éthique? Ça, on peut s'entendre là-dessus.
Fait que c'est ça, pour revenir au Parti libéral, donc il y a eu il y a des enquêtes. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur l'opinion des gens aux Oui, élections? c'est sûr, ça va avoir un impact sur l'opinion des gens. On ne peut pas passer à côté de ça. Je veux dire, moi-même, je veux savoir ce qui s'est passé parce que je ne le sais pas. Mais je suis en confiance, puis je ne me serais pas joué au Parti libéral si je n'étais pas confiant que c'était toutes des choses qui impliquent des gens qui sont plus avec le parti. Si jamais l'enquête révèle qu'il y a encore des gens dans le parti qui le sont, j'ai toute la confiance du monde que ces gens-là vont très vite plus être membres du parti non plus parce qu'il n'y a pas de place pour ça en politique, de n'importe quel parti. Absolument. Ça, on s'entend là-dessus. Faut faire attention parce que c'est là que le cynisme des gens augmente beaucoup, puis on l'entend. Puis oui, c'est malheureux. Moi, je ne veux pas rentrer dans la clip facile, comme tu le disais, de dire le PLQ, c'est tout des corrompus. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je suis sûr que tu n'es pas corrompu, Farnell. J'ai entièrement confiance en ton éthique. Puis je suis sûr que tu n'es pas le seul. On va se le dire franchement. Je veux dire, quand je reviens, le clou sur lequel tout le monde veut taper, j'ai des très bons amis au Parti québécois. Là. C'est des gens qui veulent des nouveaux Québécois. Absolument. Si on s'entend là-dessus, puis pareil pour QS, je pense pas que c'est un monde de licence. C'est la clip facile, il faut aller au-delà de ça. Par contre, c'est sûr que ça pose des questions quand on voit... moi, je lisais, puis je ne l'ai même pas fini parce que des fois, c'est décourageant, puis ça a augmenté mon cynisme. PLQ Inc. Je l'ai lu au complet. C'est un excellent livre. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ce que j'en pense, c'est que c'est écrit noir sur blanc dans le livre qu'à l'époque, l'ADQ et le PQ faisaient exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'ils n'étaient pas au pouvoir. Mais à avoir été au pouvoir, il aurait fait la même chose. Puis ça, je veux dire, c'est le bureau d'enquête de Québécois qui écrit ça dans son livre. Alors, on a un problème. Il y a un problème de corruption partout où il y a du pouvoir. Ça, c'est la nature humaine. Malheureusement, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il faut s'assurer que dans ce que nous, on contrôle, on ne tolère pas ça. Okay. Je comprends. Puis c'est vrai ce que tu dis aussi. Il y avait des mauvaises pratiques dans tous les partis. C'était vraiment... C'est une culture généralisée. Là. Puis heureusement qu'on a changé les lois. Non, mais la seule différence... Le livre ne s'appelle pas Assemblée nationale Inc. Il s'appelle PLQ Inc. pour une raison. C'est parce que c'est parce que tu veux vendre des copies. C'est trop. Parce que je pense que si tu dis tous les politiciens sont corrompus, tu vas encore plus de copies. Je pense pas. Puis on le voit, de toute façon, les données, ça se concentre. Violette Trépanier, Marc Bibeau, ça se concentre sur le Parti libéral d'emblée. Là. Moi, j'ai même pas, comme je t'ai dit, j'ai pas fini. Là. Je sais que c'est dans le livre aussi. Il y a des passages. Je pense que j'ai peut-être entendu un passage. Je l'écoute en version audio quand je suis au gym. Ça me craint. Non, mais je trouve ça je l'ai lu épouvantable. Aussi. Puis je sais que c'est pas ça en ce moment. Je suis convaincu que Charles Milliard n'est pas corrompu. Quand je te dis, c'est pas de la partisanerie. Je veux pas être partisan. Mais ça m'inquiète aussi de voir ça, qu'il y a un historique. Puis c'est ça. Puis là, en plus... Je lisais ça, puis je disais à mes amis, à qui je l'ai recommandé, qui sont péquistes, je leur disais, ouais, mais tu sais, ça a changé, j'ai confiance que peut-être. Puis après ça, il arrive le scandale des brownies. J'étais comme plus capable de dire qu'il n'y a peut-être pas ça au Parti libéral, puis qu'il fallait baisser notre méfiance. Il l'a peut-être encore, on ne le sait pas, on le verra dans quelques années. Si ça s'est su, c'est parce que des gens qui étaient là qui ont dénoncé. Alors la culture du parti semble plus tolérer ça, sinon on ne l'aurait jamais su. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, tout le monde aurait dit « Ah non, c'est le même par la personne », puis tous les partis le faisaient. Puis aujourd'hui, on ne tolère plus ça, puis je pense que c'est une excellente chose. Si jamais il y a des choses qui sortent, où on apprend où il y a des gens qui sont encore avec le parti, qui ont participé à des choses illégales ou des choses immorales, j'ai confiance que ces gens-là vont être exclus du parti. Mais en même temps, la première réaction du parti en 2025, là, tout récemment, c'était d'envoyer des mises en demeure aux journalistes. Oui, mais ça a été leur premier réflexe. C'est mon bagage juridique. Là-dessus, une mise en demeure, c'est essentiellement une façon légale de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Ça force rien, ça contraint rien. Et la situation précise, c'est on n'a pas demandé aux journalistes de révéler leurs sources, on a demandé aux journalistes de révéler c'était qui les personnes qui étaient impliquées dans la situation. Alors, ça veut dire qu'à moins que la source des journalistes soit des gens qui étaient corrompus, de répondre à cette question-là, ça mettait les sources sur la sellette. Là, puis le rôle des journalistes, justement, c'est de protéger leurs sources. Oui, mais on présume que la source, c'était une des personnes qui était corrompue. Moi, je pense pas que c'était le cas. De ce que j'ai vu, les messages textes, c'était ça, pas... on présume. Ben, c'est ça, on présume. On le sait pas. Mais je veux dire, les journalistes je crois que les journalistes doivent protéger leurs sources. Ça veut pas dire que les journalistes doivent protéger des tiers qui sont pas impliqués dans le processus. OK. Je pense que ça fait le tour par rapport à ça. On pourrait s'y intéresser. Le but, c'est pas non plus de tourner le couteau dans le plaie ou quoi que ce soit. Je pense que c'est
Non, mais c'est des questions légitimes. Puis il y a des gens qui se posent ces questions-là, puis tu fais bien de les poser. Absolument. Rapidement aussi, un des sujets beaucoup en lien avec ta candidature, c'était pourquoi pas Québec solidaire. Fait que, est-ce que tu as envisagé de te présenter avec Québec solidaire? Non. Non? Pourquoi? De un, je ne suis pas souverainiste. Alors, ce serait un peu malhonnête de ma part de soudainement me trouver une fibre souverainiste pour pouvoir me présenter avec Québec solidaire. Il y a aussi la façon qui est organisé Québec solidaire. C'est une... Là, je vais être le plus diplomatique possible. Disons que c'est une interprétation de la démocratie qui ne cadre pas avec mes valeurs. La façon que le parti fonctionne à l'interne, la ligne de parti est institutionnalisée dans Québec solidaire. Les députés doivent suivre la ligne de parti. De ce que je comprends, c'est leur règlement. Ce qui veut dire, au Québec, on a à peu près 3 % de la population qui est membre d'un parti politique. Divisons ça également. Disons qu'il y a à peu près 0,75 % des Québécois qui sont membres de Québec solidaire. Grosso modo. Même maintenant, c'est 1 %. Je ne crois pas qu'un député à l'Assemblée nationale doit respecter la démocratie de 1 % des Québécois qui sont membres de son parti. Je crois qu'un député à l'Assemblée nationale a une obligation démocratique, morale, d'agir selon sa conscience, selon ses convictions pour représenter tous ses électeurs. Et à ma compréhension de la structure interne de Québec solidaire, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai absolument rien contre les membres de Québec solidaire. Le député actuel dans Tachereau, Étienne Grandmont, un homme à qui j'ai beaucoup de respect. C'est juste leur structure, pour moi, est une structure qui est contraire au fondement démocratique de nos institutions. Je comprends. En fait, c'est qu'ils sont beaucoup attachés à leur base puis à leur congrès, puis ils sont un peu liés par certaines décisions qui sont prises en congrès. Un député doit représenter tous ses électeurs, pas juste les membres de son parti. Mais en même temps, tu disais ils doivent suivre la ligne de parti. C'est le cas de tous les partis, puis encore là, pas de partisanerie. Là. Les partis, ça fonctionne comme ça à l'Assemblée nationale. Est-ce que toi, tu te lèverais pour voter, disons, tu es au gouvernement ou tu es dans l'opposition contre ton parti? Si j'étais profondément contre une position de mon parti, si je croyais dans mon âme, dans ma conscience que c'était pas la bonne chose pour les gens que je veux représenter à l'Assemblée nationale, oui. Puis ça, j'ai eu une discussion là-dessus avec Charles Millard. Mon objectif, c'est pas d'aller à l'Assemblée nationale pour m'opposer aux gens avec qui je veux travailler, là, absolument pas. Mais je crois pas que la ligne de parti devrait être aussi forte qu'elle est. Les représentants à l'Assemblée nationale doivent représenter leurs électeurs et pas leur parti. Je suis pleinement d'accord avec toi. Puis honnêtement, j'espère qu'on va aller dans ce sens-là. Est-ce que tu sais si c'est une exception pour toi ou ça se vaut aussi pour tous les candidats qui seraient élus avec le Parti libéral du Québec? Je suis pas dans les conversations entre Charles Millard et tous les autres candidats. Mais je veux dire, moi, j'ai pas de misère à dire. C'est pas un changement organisationnel? Je sais pas, mais j'ai confiance. Puis je veux dire, j'ai parlé à plusieurs autres députés actuels et des candidats, puis c'est tous des gens qui ont cette conscience-là. Puis là, je veux être clair, là, je suis pas en train de dire que je vais pas participer à des discussions. Ça se peut que je me laisse convaincre par un argument qui est plus fort que ma position initiale. Ça se peut que je change d'idée. Ça se peut aussi que je sois prêt à appuyer des positions qui ne sont pas 100% alignées à ce que je crois être la situation idéale tant qu'on avance dans une même direction. Mais je veux dire, je crois fondamentalement à l'importance du député en tant que représentant démocratique du peuple. Oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Je pense que ça fait le tour pour Québec solidaire. On comprend bien que je pense que tu as très bien répondu à la question. Puis avant de passer à la souveraineté, un dernier bloc sur ta candidature. L'autre critique qu'on a beaucoup vu, puis moi, je tiens à le dire, quand tu as annoncé ta candidature, j'étais peut-être l'un des rares commentaires à te féliciter. Puis je ne le regrette pas. Parce que ça demande du courage de se lancer en politique. Puis ça demande du courage aussi de venir ici quand on n'a pas les mêmes positions. Puis ça peut être touché, là, on est candidat, etc. Fait que ça, je le salue. Puis on l'apprécie énormément de pouvoir échanger. Malgré tout, je comprenais quand même certaines critiques. Moi, je pense que je t'ai connu dès le départ, là, probablement en 2022. Toi, tu as commencé en 2021. Fait que... Puis on sentait que tu prenais des codes journalistiques dans ta façon de faire du contenu. Tu as toujours été clair. En fait, ça a été, j'ai l'impression, plus clair au fil du temps, que tu le disais clairement, je ne suis pas journaliste, allez consulter des vrais journalistes, je suis biaisé, je ne suis pas neutre. J'aspire pas à l'objectivité ou l'impartialité. Ça, on ne peut pas te le reprocher, tu l'as dit clairement dans certaines vidéos, mais quand même, est-ce que tu comprends ces critiques-là de gens qui se disent trahis? C'est beaucoup ça qu'on voyait dans les commentaires, parce qu'ils sentaient que
c'est ça, tu jouais un peu peut-être avec les codes journalistiques, puis là, tu sautais dans l'arène politique. Première chose, c'est une minorité des gens qui ont ce sentiment-là, mais oui, je le comprends. Puis je le comprends surtout pour avoir après ça parlé à certains de ces individus-là, puis je suis vraiment reconnaissant. Il y en a, je leur envoie des messages privés, après je leur demande pourquoi tu t'en trahis, puis je veux le savoir, puis il y en a qui ont été super généreux à me l'expliquer. Souvent, c'était des gens qui me suivaient de façon beaucoup plus sporadique, disons. C'était des gens, j'apparaissais dans leur feed une fois par mois. Alors, qui n'avaient pas nécessairement vu toutes les fois où j'avais dit que j'étais pas journaliste, toutes les fois où j'avais dit que j'étais pas neutre, toutes les fois où je disais que j'aspirais pas. Mon but, ça n'a jamais été d'être objectif, d'être impartial, d'être neutre. Et puis, je peux les comprendre, c'est vrai. Je veux dire, le code de quelqu'un qui parle directement à la caméra, puis oui, j'ai un français qui est un peu plus soigné, ça c'est parce que ma mère est enseignante de français. Ça donne l'impression que je me prétends neutre ou je me prétends journaliste. Chose que j'ai beau jamais avoir fait. Je peux comprendre que quelqu'un qui a peut-être pas vu tout ce que j'ai dit à travers tous mes 5 dernières années aurait pu avoir cette impression-là quand même. C'est dommage. Est-ce que j'aurais pu faire plus pour être plus clair? Peut-être, mais à quelque part, je ne suis pas pour commencer chaque vidéo en faisant un disclaimer de 45 secondes quand ma capsule au complet dure 1 minute et demie. C'est la réalité de nos médias sociaux. Puis je veux dire, là-dessus aussi, j'ai été beaucoup plus clair que bien des journalistes qui ont fait le saut en politique après. Là. Je veux dire, il y en a des journalistes qui ont déposé leur micro un vendredi soir et puis le lundi matin annoncé une candidature pour un parti politique. J'ai de la misère à croire qu'eux ont réellement été impartials, sans billet pendant, ça prend au moins 1 semaine ou 2, là, si on fait vraiment vite une discussion pour se joindre à un parti politique. Alors, j'ai fait preuve de pas mal plus de transparence là-dessus que beaucoup de journalistes qui reçoivent moins de critiques que moi pour ça. Est-ce que tu faisais de l'information ou de l'opinion dans ton contenu? Oui. Les deux. Les deux? Les deux, puis je m'en suis jamais caché. Je commence avec... Il faut respecter l'information pour ce qu'elle est. Il faut présenter l'information de façon respectueuse de l'information. Mais tout le reste qui suivait mon analyse, nécessairement une analyse, c'est informé par tes valeurs, par tes expériences, par ton passé, ton bagage, par ce que tu aspires à bâtir comme société. Et puis, ça faisait les deux. Je préfère dire que j'étais peut-être plus dans l'analyse que l'opinion, mais je ne me cachais pas de mes opinions non plus. Je pense que quelqu'un qui suivait de façon avec une intelligence normale était capable de le voir. Oui, je pense que souvent, ça sautait aux yeux. C'est ça, parce que souvent, tu répondais dans le contenu que moi, j'ai consommé. J'ai évidemment pas écouté, tu connais mieux ton contenu que moi, fait que tu me corrigeras, mais tu commençais souvent en rapportant l'information. Tu donnais l'argument, ton argument, puis après ça, l'argument inverse, mais c'était comme quelques secondes, puis beaucoup moins fort, là, souvent. Fait qu'on voyait un peu là, ton opinion à travers de ça, mais je me questionnais parce que quand même, tu utilisais beaucoup le terme d'info-influenceur. Moi, j'ai jamais utilisé ce terme-là. C'est un terme que d'autres personnes m'ont attitré. Mais tu le prenais quand même. Oui, mais je veux dire, c'est parce que moi, chaque fois qu'on me le demandait, je disais, peux-tu juste mettre en dessous de mon nom gars qui se parle dans son téléphone? Puis on me disait toujours non. OK. Alors, il faut inventer un terme pour ça. C'est correct. OK. Moi, de ce que j'avais compris, tu l'acceptais, ce terme-là. Je le rejette pas. Oui. C'est info, juste là. Il y a information. Fait que c'est peut-être là aussi qu'il y avait de la confusion pour les gens. Tu semblais faire un peu rapporter les nouvelles puis le vulgariser plus que vouloir donner ton opinion. Mais je crois quand même avoir toujours été respectueux de l'information. Mon analyse après, je me cache pas que c'était toujours en fonction de mes valeurs, de mes expériences. Mais j'ai peut-être pas toujours été parfait là-dessus. Mais je crois que quand j'ai présenté l'information était respectée. Là où ça a fait le plus mal, ou que je ne sais pas si tu as eu d'autres controverses, mais la controverse la plus récente que j'avais vue, c'est autour de le scandale des brownies qu'on parlait tantôt. Oui. Ça éclate dans les nouvelles, c'est majeur. C'est quand déjà, je pense que c'est en novembre 2025. À ce moment-là, Pablo Rodriguez est chef. Puis j'ai fait une vidéo qui était très maladroit en sortant du métro en disant que ça bougeait trop vite et j'avais pas le temps d'en parler. C'était très maladroit. Juste pour remettre en contexte, c'est ça. Il y a le scandale des brownies. Les nouvelles, à chaque jour, il y a de quoi qui sort. Dans le Journal de Montréal, comment on appelle ça, le bureau d'enquête du Journal de Montréal avec des sources, on voit des révélations, des textos. Il y a une députée du Parti libéral qui... Elle n'a pas réintégré, je pense, le caucus. Non, l'autre, à Laval, la Connen. Oui. Est-ce qu'elle a réintégré le caucus? Non, OK, c'est ça. Fait qu'elle aussi, il y avait des soupçons de corruption. Elle a réutilisé des fonds de l'Assemblée nationale pour faire campagne pour le Parti libéral, pour Pablo Rodriguez.
Puis là, c'est ça, tu fais une vidéo pour expliquer que... peux-tu me répéter dans tes mots? Ouais, ce que j'ai fait, la capsule elle-même disait que, tu sais, il y avait quelque chose qui se passait, que ça bougeait trop vite et que j'étais occupé cette journée-là, j'avais pas le temps de le faire. C'était niaiseux de ma part d'avoir fait ça. Pourquoi? Je peux vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Mais pourquoi c'était niaiseux? Ben, c'est parce que, je veux dire, il y a plein de sujets que je couvre pas, puis je fais pas de capsule en disant je parle pas de tel sujet. Je veux dire, il y a quelques jours, pour revenir à ça, il y a quelques jours avant, il y avait eu des gros développements dans justement le cas devant les tribunaux de Pierre-Carl Péladeau. J'ai jamais fait de capsule là-dessus non plus, puis j'ai pas fait de capsule disant que j'allais pas faire de capsule là-dessus. J'étais dans une situation un peu difficile cette journée-là. J'étais à Montréal. Puis quand j'étais à Montréal, j'ai un horaire très pacté parce que j'essaie de maximiser. Alors, j'avais des meetings de 8 heures jusqu'à 22 heures à peu près, back-à-back. J'ai littéralement pris mon téléphone en sortant du métro en attendant un autre. Mais je recevais plein de messages privés de gens qui me demandaient pourquoi tu parles pas de ça, quelle affaire, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Alors, je me suis dit, je vais essayer, tu sais, au lieu de répondre à une centaine de messages un à un, je vais faire une capsule. Puis bon, ben, ça a été repris plus tard comme si je me cachais de la nouvelle quand, je veux dire, je pense que les gens avaient l'impression que j'étais une source, que j'étais un média, comme si j'avais une équipe derrière moi. C'est juste moi et mon téléphone. Là. Alors, si j'ai pas, si j'ai une journée où je suis occupé, où je peux pas. Et puis, c'est ça que j'ai essayé de dire. Ça a mal passé, puis je peux comprendre pourquoi. Mais ce que les gens voient pas, quand je parle pas de quelque chose, les gens voient pas que j'en ai pas parlé. Puis il y a plein de choses dont je parle pas parce que j'ai juste un temps limité à tous les jours pour parler de quelque chose. J'aimerais tellement pouvoir parler de plus de choses, mais j'ai pas la capacité. Et la différence avec ce que tu dis par rapport à PKP, c'est que ça faisait pas la une de tous les bulletins de nouvelles puis qu'il n'y avait pas des reportages. Mais je vise pas de parler de l'actualité non plus. T'sais, une de mes règles que j'ai toujours eues, c'est s'il y a d'autres personnes qui en parlent, moi, j'ai pas besoin d'en parler. Je vais pas ajouter du bruit. C'est toujours ça que j'essaie de faire. T'sais, si j'ai rien à dire, si j'ai rien à ajouter à une discussion collective qu'on est en train d'avoir, je dis rien. Parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui en parlent, parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est juste avoir une espèce de... T'avais rien à ajouter là-dessus? J'avais rien à ajouter. Ben non, on savait pas ce qui se passait. J'avais rien à ajouter. Ben, on avait des informations à chaque heure qui déboulaient. Ouais, on avait des bulletins de nouvelles en temps réel là-dessus. Mais j'avais rien à ajouter. T'sais, l'information sortait, ça faisait la une, tout le monde le voyait. C'est pas comme si les gens ne savaient pas que ça se passait. Là. J'avais rien à ajouter, j'avais pas de valeur ajoutée à mettre dans la discussion. Quand j'ai fait une capsule là-dessus, le 10 décembre, alors à peu près 2 semaines plus tard, j'ai fait un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Et puis, rendu là, c'était plus brûlant d'actualité. Alors malheureusement, il n'y a pas grand monde qui l'ont vu. Puis il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui pensent que j'ai jamais fait de capsule là-dessus, mais c'est pas vrai. C'était quand, tu as dit, un mois plus tard? Ouais, le 10 décembre. Est-ce que Pablo, il était encore chef à ce moment-là? Oui. Okay. Puis je pense, oui, tu en as fait quelques-unes des capsules là-dessus. Oui, je pense que j'en ai, je n'ai pas le montant exact, là, mais j'en ai fait plusieurs. Oui, puis je les ai écoutés. Puis ils ont quand même été bien vus, je pense. Oui, mais tu sais, moins que si je l'avais publié le jour même, c'est sûr. Avoir publié le jour même, à faire un résumé, j'aurais peut-être eu 250 000 views, mais j'aurais rien eu à ajouter d'intelligent. Mais j'entends tout ce que tu me dis, puis il y a une partie de moi qui a du respect pour toi puis qui veut te croire, mais il y a une partie de moi aussi qui me dit, est-ce que ta prudence venait du fait que tu préparais une candidature au Parti libéral ou tu avais juste des liens avec le Parti libéral? J'avais des liens avec le Parti libéral. Je m'en cachais pas non plus. J'en ai souvent parlé. Est-ce que c'est ça qui a teinté ta décision de ne pas en parler? Je sais que tu en as parlé, mais c'est ça que je te dis, c'est que je veux croire que tu n'avais pas le temps, que tu n'avais pas de valeur ajoutée, mais en même temps, de l'autre côté, je me dis, peut-être que tu avais une prudence parce que, justement, soit que tu préparais une candidature ou que tu voulais pas nuire au Parti libéral. Marois Risky, c'est une de mes amies depuis longtemps. Je pense qu'on peut se comprendre que, je veux dire, je voulais lui parler en privé avant de commencer à dire n'importe quoi en public. On n'avait pas plus d'informations. Ça, je l'achète. Ça, je le crois à 110 %. C'est humain. C'était ça, là. C'est humain. Ouais. De la même façon que, je veux dire, j'ai d'autres amis en politique, je vais essayer de leur parler en privé, si ce n'est que pour au moins avoir leur juste, quand je peux, avant d'en parler en public. Ah oui. Puis il y avait ça aussi. Puis c'est sûr qu'on a des amis ou notre parti est dans l'embarras, notre premier réflexe, c'est pas d'ouvrir le téléphone et faire une capsule. Fait que ça aussi, je le comprends. Ça aussi, humainement, je le comprends beaucoup plus que... c'est ça, que l'actualité roulait trop vite. Comme Jérémy Lepage l'avait dit, c'était aussi ça ton modus operandi, souvent de réagir en temps réel, puis nous expliquer, puis vulgariser. Je le rejette, ça, parce que non, c'est pas vrai. Il y a plein de choses où j'en ai parlé, soit pas du tout, ou plusieurs jours après, quand c'était plus d'actualité. C'est vrai, mais tu as aussi fait l'inverse. Tu as aussi beaucoup parlé, puis vulgarisé, parce que ton public, c'était pas le public de TVA Nouvelles.
C'est ça qu'il faut dire aussi. Ouais. Même s'il y avait plein d'informations dans les nouvelles à la télévision, moi, je n'ai pas le câble. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens gens qui m'ont imputé ça quand ça n'a jamais été mon objectif. Je le faisais quand je pouvais. Ben oui, c'est sûr. C'est tout. Quand je peux pas, je le fais pas. Absolument. Je comprends. Mais puis je comprends aussi les gens qui ont une certaine méfiance par rapport à ça. Bonjour, je prends un petit moment pour remercier notre commanditaire, le Fonds indépendantiste du Québec. Le FIDQ, c'est le partenaire de choix pour les indépendantistes. Ils soutiennent des artistes comme Kinji00 et Simon Baudry. Ils soutiennent également la Saint-Jean des Oui-Québec. Enfin, ils soutiennent des projets comme la République économique et la différence québécoise. Et bien sûr, ils soutiennent Génération Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Fonds indépendantiste du Québec, rendez-vous sur refidq.québec et à titre personnel, je les remercie parce que c'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'on peut vraiment répandre l'indépendance partout. Donc, je les remercie et je vous souhaite un bon épisode pour la suite qui s'en vient. Dernière question peut-être là-dessus. Je remarquais aussi dans ton contenu, quand je disais que ça sautait plus aux yeux, que tu avais des opinions derrière ton contenu, c'est que souvent, j'avais l'impression, c'est peut-être juste mon algorithme, que je tombais beaucoup sur des vidéos que tu répondais à la CAQ, au Parti québécois, que tu expliquais pourquoi telle chose du Parti québécois, c'était négatif. Mais je pense pas en avoir vu autant sur le Parti libéral. Est-ce que je me trompe? J'en ai fait quelques-uns sur le Parti libéral. Et puis, tu sais, c'est drôle, j'en ai parlé à Jérémy Lepage, justement. Puis, tu sais, une des choses que j'ai réalisées, c'est que pendant très longtemps, c'est juste que le Parti libéral n'était pas présent dans les médias. Il n'y avait pas de chef, puis il se gardait très calme. Il y a eu 2 courses à la chefferie. Ouais, mais je veux dire, peux-tu nommer des ressorts qui sont sortis, des choses? C'était quand même relativement calme. Puis il n'y avait à peu près aucune présence sur les médias sociaux. Puis moi, ce que je faisais, c'était beaucoup dans le monde des médias sociaux. Mais je veux dire, il y a eu quand même des expériences intéressantes que j'ai eues là-dessus où, à peu près dans la même semaine, j'ai fait une vidéo qui était critique de la position du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec venait de lancer une espèce d'idée qui était portée par le comité politique à l'époque, ça, je pense, il y a 1 an et demi, à dire qu'il voulait donner une constitution au Québec. Ouais. Ça, c'était avant le projet de constitution de la CAQ. Puis j'ai fait une vidéo en disant, ça n'a pas de bon sens. Le Québec a déjà une constitution. C'est une constitution qui est non codifiée. C'est une constitution qui est éparpillée un peu partout. Mais il faudrait bien représenter ça au public. Et 2-3 jours plus tard, j'ai reçu un message privé des membres du comité politique du Parti libéral du Québec disant « Hey, merci de l'avoir dit, c'est vrai, on aurait dû spécifier. Voudrais-tu qu'on s'en parle? » Puis j'ai eu une conversation d'1 heure et demie à peu près avec les membres du comité politique pour parler de ça. Puis la même semaine, j'ai fait une vidéo qui était critique d'une position du Parti québécois sur l'idée qu'on pourrait rediriger les 90 milliards que les Québécois payent en taxes au gouvernement fédéral à des services sociaux si le Québec devenait souverain. J'ai dit, il faudrait quand même qu'on ait une armée, il faudrait qu'on ait des services d'ambassade, diplomatiques à travers le monde. Tout ça, ça coûte quelque chose. C'est pas vrai qu'on pourrait tout rediriger ça. Non, c'est une partie. Oui, mais l'idée, c'est que j'ai fait une critique du PQ aussi, puis au lieu d'avoir un message privé de gens qui voulaient discuter avec moi, j'ai eu droit à essentiellement une attaque en règle contre moi personnellement des comptes publics du Parti québécois. C'est sûr que, je veux dire, si la réaction de un, c'est de me dire, parlons en privé, puis on l'apprécie, merci, puis la réaction de l'autre, c'est de me piquer puis me rentrer dedans, c'est quand même humain de se dire, là, écoute, si c'est ça ton jeu, moi, je vais aussi, là. Après ça, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais jouer aussi. Tu sais, quand j'ai vu cette capsule-là, je me suis dit, si je suis capable de participer au débat public de cette façon-là, si le Parti québécois me considère comme quelqu'un à qui avoir ces discussions-là, c'est clair que je vais continuer à le faire. OK, mais j'ai peut-être pas suivi. Est-ce que tu disais qu'après ça, tu voulais challenger le Parti québécois? Non, après ça, je veux participer aux discussions publiques. OK. Et puis, s'il y en a un qui veut me parler en privé, je vais lui parler en privé. Puis s'il y en a un qui me répond en public, je vais répondre en public. OK. Fait que tu disais, on va jouer à ce jeu-là dans le sens que je vais vous... je vais vous interpeller. C'est ça. Si c'est comme ça que vous voulez avoir la discussion, je suis confortable à le faire. Je comprends. Puis, tant mieux que le Parti libéral ait été contacté pour avoir discuté. Moi, je le vis aussi de l'autre côté. Ouais. Les fédéralistes sont pas mieux, sont pas pires. Les indépendantistes de notre base sont pas mieux, sont pas pires. On est humains, là. Fait que c'est jamais le fun de se sentir attaqué. Où je m'en allais avec ça? Juste relayer mes...
Ouais, je pense qu'on a fait le tour de ça. C'est intéressant d'avoir ton point de vue. Puis de l'autre côté de la médaille, on pourrait parler justement de la souveraineté. Aujourd'hui, c'est quoi ta position sur la souveraineté du Québec? Ben, tu sais, avant qu'on commence ça, mettons au clair, je pense pas que je vais te changer ton idée. Je pense pas que je vais changer d'idée non plus. C'est correct, mais on peut mieux se comprendre. Je pense que je suis pas pire convaincant. Oui, mais tu sais, je veux dire, C'est pour les gens à la maison qu'on le fait. C'est pour que les gens puissent avoir les deux côtés. Puis même, je pense qu'on peut se régler peut-être 95% de discussion en se disant, pour moi, c'est une question d'équilibre des pour et des contre. Il y a des choses dans la Fédération canadienne qui ne sont pas idéales pour le peuple québécois. Facile à reconnaître. Mais quand je pèse l'ensemble des avantages et des inconvénients, en reconnaissant qu'il y a des deux, mon équilibre tombe plus du côté que c'est dans notre intérêt de continuer à participer à la Fédération canadienne, aussi imparfaite qu'elle le soit, et qu'on essaye de l'améliorer, qu'on s'engage pour en tirer le meilleur qu'on peut. Je comprends parfaitement que quelqu'un d'autre pourrait regarder cet équilibre-là et tomber de l'autre côté de la décision. Il n'y a pas de mesure objective à ça. Chaque citoyen, avec sa conscience citoyenne, regarde la situation et arrive à sa conclusion. Moi, en regardant la situation, ma conclusion, c'est que malgré toutes les imperfections du Canada, l'ensemble des bénéfices qu'on en retire est plus grand que l'ensemble des inconvénients. J'entends, puis on reviendra là-dessus. Donc, je comprends que... Est-ce que tu te définis comme fédéraliste? Oui. Mais tu sais, je veux dire, est-ce que j'en fais mon identité? Non. Ça se pourrait que si jamais la situation change, puis je regarde l'ensemble des facteurs, selon moi, l'équilibre change. Ça se peut que je change d'idée. Mais pour l'instant, quand je regarde la situation, je pense que notre meilleure avenue, c'est de rester à l'intérieur de la Fédération canadienne, de continuer à s'engager là-dedans, de continuer à retirer les bénéfices et travailler avec les autres membres de la Fédération canadienne pour essayer de l'améliorer. Ça, tu es parfaitement cohérent. Puis ça, c'est une belle qualité en politique quand on se lance pour être politicien. Dans le podcast Faits divers de Maire de Laval, tu disais « Je crois qu'il faut renégocier la Constitution canadienne. » Fait que c'est exactement ce que tu nous dis. Et puis, quand tu es dans une négociation, si l'option de quitter n'est pas là, tu n'es pas en train de négocier, tu es en train de supplier. Ouais. Puis de la même façon, si tu n'es pas capable de dire oui, tu n'es pas en train de négocier non plus. La souveraineté, c'est une option qui est légitime. Il faut toujours que la souveraineté soit une possibilité, sinon on ne va jamais être capable de renégocier avec le Canada. Ouais. Es-tu toujours d'accord avec ça? Oui. Est-ce que le Parti libéral du Québec s'engage donc à... Tu parlais là, au niveau de la culture, au niveau de la langue, c'est important ce qui se passe en ce moment, le déclin de la langue, qui est même... C'est pas une affaire de péquiste, là, c'est mesuré par Statistique Canada. Est-ce que le Parti libéral est prêt à les renégocier pour obtenir les pouvoirs, notamment en culture, en immigration? Je ne suis pas chef du Parti libéral, alors je ne peux pas parler au nom du chef. Mais tu te présentes pour ce parti-là? Oui, je me présente avec ce parti-là, je le précise toujours. Mais je veux dire, moi, je suis certainement prêt à avoir ces discussions. Puis je n'ai pas l'impression que c'est une question de est-ce qu'on s'engage à se faire. Je pense qu'on s'en va à regarder les prochaines années, là, à mon échiquier politique. On va être obligé d'avoir une discussion là-dessus. L'Alberta s'en vient avec des demandes constitutionnelles qui sont très, très proches des demandes historiques du gouvernement du Québec, tout pour le parti politique confondu. J'ai l'impression qu'une fois que ces demandes-là sortent, moi, mon petit doigt me dit que Doug Ford, avec l'Ontario, va vouloir sauter là-dessus aussi, arriver avec ses propres demandes aussi, ce qui fait qu'inévitablement, on s'en va vers, je crois, une situation où ça va être possible d'avoir une renégociation de l'ensemble de comment fonctionne la Fédération canadienne. Et je crois que si c'est pour arriver, il faudrait qu'on soit dans une position où on ne rentre pas à la table de négociation en promettant qu'on va refuser toute entente possible, mais il faut que ce soit aussi clair que si jamais ça marche vraiment, vraiment pas et que l'ensemble de l'équilibre change, que le Québec reste maître de sa destinée. Donc, devienne souverain. Il faut que ce soit une possibilité démocratique, mais je ne crois pas que présentement, on devrait rentrer à cette négociation-là en disant « peu importe ce que vous nous offrez, on s'en va ». Parce que ça, c'est pas une négociation non plus. Mais est-ce qu'il faut rentrer en disant « voici ce qu'on veut » et si on ne l'obtient pas, on peut considérer la souveraineté du Québec? Je suis confortable avec ça. Bien ça, je te salue là-dessus. Franchement, là, ça fait du bien d'entendre un fédéraliste qui nous dit ça. Parce que... Non, mais je ne suis pas le seul. Robert Bourassa disait la même chose. Oui, mais Robert Bourassa, moi, je ne l'ai pas connu. OK. Bon. Il n'est pas là en ce moment. Ouais. Puis ce qu'on voit dans les dernières années avec le Parti libéral, avec les conservateurs, avec la CAQ, c'était pas du tout ça l'approche. Moi, ton approche, puis tu vois, je veux pas être partisan, je la salue, j'adhère à 100%. Puis si c'est la position du Parti libéral du Québec, honnêtement, je suis très enthousiaste parce que, comme tu le disais, là, puis quand je t'ai entendu dire ça, j'ai fait enfin quelqu'un qui dit, moi, je suis tout à fait
Je l'entends parfaitement qu'il y a des gens qui disent « Moi, je veux rester dans le Canada. C'est pas parfait, vous avez raison. On va aller négocier, mais ça prend un rapport de force. Si tu leur dis d'emblée « Voici ce qu'on veut, mais si vous ne nous le donnez pas, il n'y aura aucun changement. » C'est sûr qu'ils vont nous dire non. Je pense que ce rapport de force-là, il est déjà clairement établi. C'est établi historiquement que le Québec a l'option de quitter la Fédération canadienne. canadienne. Mais si tu es fédéraliste puis tu leur dis d'avance, moi, je vais rien faire pendant les 4 prochaines années parce que, disons, je commence à négocier dans la première année. Je pense qu'il faut qu'on rentre dans cette négociation-là de bonne foi. Je pense pas qu'il faut précipiter cette négociation. Il ne faut pas la forcer non plus. Je pense qu'elle vienne il faut la laisser venir, puis je crois qu'elle va venir par elle-même. Puis si elle vient pas? Si elle vient pas, je crois qu'elle s'en vient. Oui, mais si elle vient pas? Si jamais elle vient pas, je serais très surpris. Oui, mais est-ce qu'on la précipite ou on continue dans le statu quo? Je pense qu'il faudrait qu'on commence en renouant beaucoup nos liens avec les autres États fédérés, avec les autres provinces. Je pense qu'une erreur qui a été faite par la CAQ, ça a été d'essayer d'avoir une négociation unilatérale Québec-Canada, quand on serait beaucoup mieux placé à aller chercher des alliés avec les autres provinces. Mais ça, c'est pas vrai, ils l'ont fait en santé. En santé, spécifiquement. Mais si on veut parler d'une renégociation de la Fédération canadienne... C'est parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts que la Colombie-Britannique. On l'a vu avec Mitch, on l'a vu avec Charlottetown. Non, mais tu sais, Mitch puis Charlottetown, même là, on est passé à quoi d'avoir un accord? On est passé à une considération pour les peuples autochtones. Je veux dire, si ça s'est pas fait, c'est parce que... c'est pas ça. Charlottetown, les Canadiens ont voté contre essentiellement parce que ça nous donnait trop, puis les Québécois ont voté contre parce que ça nous donnait pas assez. Mais on n'a pas des intérêts communs. On est passé à Mitch. Moi, je ne crois pas de... Mais même on a des intérêts communs avec l'Alberta, tu as raison. Je pense qu'on a des intérêts communs avec les autres provinces aussi. Moi, j'ai l'impression que les autres provinces... Quels sont nos intérêts avec l'île du Prince-Édouard? Moi, je suis sûr que les provinces maritimes aussi aimeraient vraiment ça, par exemple, avoir un droit de retrait avec compensation garantie, parce que c'est vrai que, je veux dire, tout ce que je parlais avec les problèmes qui viennent de politiques qui sont créés à Montréal pour l'ensemble, il y a bien des politiques qui sont créées à Toronto pour l'ensemble aussi. Je pense que les provinces maritimes auraient tout à gagner avec un droit de retrait. J'ai l'impression que l'Alberta demande plus de contrôle sur la nomination des juges, le Québec aussi. J'ai l'impression que toutes les autres provinces demanderaient des choses similaires. Tu sais, mais nos intérêts sont peut-être différents, mais nos demandes constitutionnelles sont fortement alignées. Oui, puis je suis d'accord avec toi, encore une fois, mais après ça, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu en santé récemment, mais mettons, on remonte à 82. Ouais. On avait un front commun des premiers ministres. Je n'étais pas né encore en 82. Non, je sais, mais on a des livres d'histoire, maintenant. Ouais. On est capable de savoir ce qui s'est passé. Il y avait un front commun parce que tu as raison de dire que les provinces, l'île du Prince-Édouard aussi, n'aiment pas ça, des fois, des politiques fédérales mur à mur. Mais qu'est-ce que fait Jean Chrétien à ce moment-là? Il va aller négocier un bonbon avec l'île du Prince-Édouard pour abandonner la revendication commune, puis il fait ça avec chaque province, sauf le Québec. Moi, je voudrais qu'on refasse ce processus-là de bonne foi avec toutes les provinces. Et puis, si après ce processus-là, on réalise qu'il n'y a vraiment absolument rien à faire, on regardera d'autres options. Ça, j'aime ça aussi. Ça, j'aime ça parce que moi, la réponse de... Puis je suis content qu'on soit d'accord là-dessus. Là, tu me corrigeras si je me trompe, mais la réponse de dire, on va renégocier après ça si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, ça prend la dernière fois. Là. On ne pourra pas continuellement, avec le déclin du français, le déclin de la culture, tous les problèmes aussi. On voudrait avoir plus d'autonomie de manière générale. On ne pourra pas tout le temps continuer à recevoir des noms du Canada puis ne rien faire. Là. Moi, je pense pas que l'objectif de qui que ce soit, d'aucune formation politique au Québec, c'est de continuer à recevoir des noms d'Ottawa. Je pense que des fédéralistes, puis je les comprends, puis c'est tout à fait légitime, qu'ils se disent, nous, dans aucun scénario, même si le fédéral dit non à toutes nos demandes... de la même façon... Il y en a aussi au Parti libéral du Québec. Mais il y en a au Parti libéral du Québec. Mais de la même façon que tu as des souverainistes qui ne vont jamais changer d'idée non plus. Juste finir là-dessus. Il y a des fédéralistes qui ont l'opinion inverse, que eux, ils veulent pas plus de pouvoir pour le Québec. Il y en a de ça au Parti libéral. Je partage pas leur point de vue. Moi, je suis plus dans ta lignée si j'étais au Parti... Mais je partage pas leur point de vue, puis je veux dire, la position du Parti libéral du Québec, c'est de demander plus de pouvoir aussi. OK. Mais la position, c'est pas rendue de précipiter des négociations constitutionnelles, puis c'est pas encore moins, tu me corrigeras si je me trompe, d'invoquer la séparation, l'indépendance, si jamais on n'obtient pas ce qu'on veut. On n'est pas rendu là. Présentement, je pense qu'on devrait attendre voir qu'est-ce qui se passe en Alberta et recommencer à retisser des liens avec les autres provinces de façon beaucoup plus constructive et positive. Qu'est-ce qui se passe en Alberta? En Alberta, il y a des référendums qui s'en viennent sur justement des demandes constitutionnelles. Est-ce qu'ils ont précipité... Non, mais tu sais, c'est qu'il faut que les Albertains se prononcent. Ouais. Ça, c'est pas encore fait. Mais une fois que les Albertains vont se prononcer, ça va être, après ça, aux autres provinces canadiennes de réagir. Est-ce que Daniel Smith a mis de la pression et précipité
ces revendications-là ou elle a attendu que ça vienne... Elle a attendu que... je veux dire, c'est pas Danielle Smith qui veut avoir ces questions-là. Ça vient des Non, mais pour Albertains. obtenir plus de pouvoir, le pipeline, est-ce qu'elle a mis de la pression sur Ottawa ou c'est venu d'Ottawa directement? Je n'étais pas dans ces discussions-là entre Ottawa et l'Alberta, mais parce que je pense, concrètement, je pense Mm. que si on veut des changements au Canada, il va falloir faire des demandes, puis aller à la table, puis commencer à bâtir ça plutôt qu'attendre que ça vienne par soi-même, non? Tu sais, c'est ce qu'a fait Daniel Smith. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, je pense que la façon la plus intelligente de le faire, c'est au lieu d'aller voir, comme le fait la CAQ, Ottawa, puis envoyer essentiellement une lettre, puis espérer qu'on va recevoir un oui, puis Ils ont fait plus que ça. Bah, Je suis pas caquiste, là, mais il faut être de bonne foi aussi. Je pense ils ont fait beaucoup plus que ça. Ça fait trop longtemps qu'on néglige nos relations avec les autres provinces, et puis le résultat, c'est que c'est très difficile présentement d'avoir une négociation avec le fédéral. Comment qu'on... je l'entends, je suis pas d'accord. Là. Je pense que la CAQ, je suis pas caquiste, là, mais il faut être de bonne foi. Ils ont vraiment essayé là, d'obtenir des résultats. Ils ont fait des fronts communs en santé, on en parlait. Ils sont allés au Conseil de fédération. Ils étaient très impliqués quand même. Là. Ça peut pas être parfait, là, mais il n'y a personne de parfait non plus. Qu'est-ce que le Parti libéral pourrait faire dans ce sens-là, donc pour améliorer nos liens avec les autres provinces? En premier, si on adopte une posture qui est un peu plus constructive, ça serait bien. J'ai pas l'impression que le gouvernement de la CAQ a été dans une approche très collaborative, toujours. Et puis aussi, c'est une approche unilatérale. Je veux dire, je comprends, là, oui, il y a eu dans certains secteurs comme la santé, mais généralement, l'approche de la CAQ, ça a été d'aller voir le Canada seul, quand on aurait pu aller voir le Canada ensemble. OK. Je l'entends. On verra le résultat si jamais le Parti libéral est élu, puis on en tirera les conclusions. Comme tu dis, moi, je pense que ça, c'est déjà un bon départ. Là. Ouais. Je suis content de t'entendre dire ça. Mais peu importe ce qui arrive, ça ne change pas que si on veut avoir un rapport de force pour peu importe c'est quoi, il faut qu'on ait une société qui est beaucoup plus forte, il faut qu'on ait une économie qui est plus forte, il faut qu'on soit dans une meilleure posture généralement. Alors, tout est aligné là-dessus. Là. La meilleure chose à faire présentement, c'est de faire le meilleur ménage qu'on peut faire chez nous pour que quand va être le temps d'avoir ces discussions-là, on va être dans une posture très forte pour le faire. Tous les partis proposent ça. Ouais, on est tous d'accord. Il n'y a pas un parti qui dit « moi, je veux une économie faible ». Non, mais c'est une question de priorité aussi. Il y en a qui veulent précipiter ces débats-là. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se rendre le plus fort possible avant de le faire. Ça veut dire quoi d'abord, avoir une économie forte? Moi, une économie forte, pour moi, c'est une économie en premier qui crée le maximum de ressources et qui la distribue d'une façon la plus équitable possible. Oui. On a parlé tantôt de c'est quoi l'économie. Proposer l'indépendance, là, on n'est pas dans un faux dilemme. On n'est pas dans un faux dilemme qu'il faut choisir l'économie. Là, c'est une vieille... ça, j'aime pas ça. Là. C'est des lignes de communication. De dire qu'il faut choisir l'économie ou choisir l'indépendance. Ça, on dirait genre... Non, OK. Mais je veux dire... On peut faire les deux, là, on s'entend. Là. Ce qui fait mal à n'importe quelle économie, n'importe où dans le monde, c'est l'incertitude. Quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, quand on ne sait pas ça va être quoi l'état des choses dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ça qui tend à faire mal à une économie. Ça ne veut pas dire qu'on se refuse de se poser des questions sociales au nom de l'économie. On ne sait pas ça va être qui le gouvernement. Non, mais on sait que ça va être un gouvernement qui va être élu de façon démocratique. Et puis, je veux dire, quand on sait quoi les indépendances, ça va être élu, ça va se faire de façon démocratique. Le Parti québécois propose un livre bleu qui dit exactement chaque étape de chaque aspect de la transition. Mais même le Parti québécois reconnaît qu'il va y avoir une période de turbulence économique. De transition. Oui, mais c'est une façon politique de dire la turbulence, là. Je pense pas. Je pense qu'il y a une différence entre une transition et de la turbulence. Quand j'ai déménagé de chez mes parents, il y avait une transition, j'ai pas eu de turbulence. Une turbulence, c'est vraiment que tu es affecté puis que là, ça va pas bien. Là. Ça brasse. Une transition, ça peut se faire de façon harmonieuse. C'est pas la même chose. En tout cas, personne n'est capable de prédire l'avenir, mais je crois que les projections du Parti québécois sont peut-être un peu suroptimistes sur la facilité de la transition. Parce que si on regarde toutes les autres transitions similaires à travers le monde, ça n'a pas été aussi rose bonbon que c'est présenté dans certains... En tout cas, je comprends que je fais de la partisanerie, là. Mais quand moi, je regarde c'est quoi qui est proposé, les hypothèses qui sous-tendent les projections me semblent un petit peu plus optimistes que ce quoi on peut s'attendre. Il y a eu des très, très bonnes transitions. C'est le cas de la Slovaquie. Puis il y en a des moins bonnes. Puis on est capable d'évaluer, avec les moins bonnes, je sais pas si tu en as en tête, on peut en discuter, mais
il faut comparer aussi des pommes avec des pommes. Là. Le Québec, quand on regarde autour de nous, c'est une société formidable, structurée. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites, on s'entend, mais quand on regarde Hydro-Québec, quand on regarde toutes les institutions, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qu'on a réussi à faire, le Fonds de solidarité, etc., toutes des institutions. Puis là, après ça, du côté politique, du côté des droits individuels, la Charte des droits québécoises, c'est toutes des choses qu'on a déjà. Il nous manque, par exemple, peut-être d'avoir un dollar québécois. Si on décide, il va y avoir un comité d'experts là-dessus qui va se pencher sur la question, qui va évaluer différentes options sur la table. Puis ça ne se fera pas au lendemain de l'indépendance. Je pense que c'est dans un délai de 10 ans. Fait que c'est 10 ans après l'indépendance. On a une longue transition. Ça veut dire que pendant 10 ans, notre politique monétaire va être contrôlée par un État avec lequel on n'a plus aucun lien. C'est le cas de plusieurs pays dans le monde. Puis ces pays-là sont beaucoup moins prospères que le Canada. Bien, en ce moment, on n'a pas de mots tant que ça à dire. C'est pas vrai. Notre impact sur la Banque centrale canadienne... On a 20 des députés... 20 c'est une minorité. C'est pas mal mieux que zéro. Je veux dire, moi, je veux pas attacher ma monnaie à un État dans lequel j'ai aucune représentation. Je pense pas que c'est une bonne idée. Il va falloir qu'on renégocie toutes nos ententes, ou presque, pas tous. Il y en a qui vont avoir un droit acquis, mais il y a beaucoup des ententes commerciales avec les États-Unis, avec l'Europe, qui n'ont pas de droit acquis clair à l'accession. Là, je comprends qu'il va y avoir toutes sortes d'arguments de droit international, mais fondamentalement, je veux dire, si ces pays-là veulent renégocier les ententes, il va falloir le faire. Puis là, on va le faire dans une position d'incertitude, dans une position un peu plus faible. Encore une fois, là, je ne suis pas en train de dire que c'est... Non, puis là, je comprends, parce que là, on arrive au cliché d'arrêt standard de dire « Ah, Farnell fait une campagne de peur ». Non, je pense pas que c'est une campagne de peur, avoir les yeux ouverts et être lucide au risque. On n'est pas obligé de refuser de se poser des questions sociales parce qu'il y a des risques économiques. Je veux dire, j'espère que si jamais on prend des décisions sur notre avenir collectif, ça ne va pas être une fonction de sauver 15 cents sur une pièce. Là. Je comprends ça, mais il ne faut pas faire comme s'il n'aura pas non plus. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existera pas. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne. Mais je comprends peut-être moi, quand je regarde les projections, là, j'ai l'impression que les hypothèses qui sous-tendent ça, c'est pas du super lucide. OK, mais ça je peux te dire l'inverse, tu peux me dire l'inverse, mais on n'avance pas dans la discussion. Il faudrait se dire qu'est-ce qui n'est pas lucide dans ces projections-là. Là. Puis on aura peut-être l'occasion de faire d'autres épisodes là-dessus parce que, c'est ça, moi, je regarde le travail qui est fait du côté du Parti québécois sur le livre bleu. Ça me semble être quand même assez lucide avec des options pessimistes, optimistes, réalistes, etc. Puis avec différentes options, des comités d'experts. Fait que moi, j'invite les gens, ils feront leur propre opinion, à aller sur... les canaux de communication du Parti québécois, que ce soit sur leur site Internet ou j'ai absolument aucun problème à inviter les gens à lire le livre bleu. Je l'ai lu aussi. Absolument. Qu'ils le lisent, puis au final, de toute façon, ça sera le choix des Québécois. Mais j'entends tout ça, fait que c'est intéressant quand même pour revenir à la renégociation de la Constitution canadienne, donc on s'entend là-dessus. Ou du moins que l'approche, c'est justement de penser à la souveraineté. Aujourd'hui, pourquoi rester dans le Canada? Tu disais tantôt qu'il y a plus d'avantages pour toi de rester dans le Canada. C'est quoi ces avantages-là? La première chose qu'il faut, je pense, mettre au clair, parce que sinon, on se parle un peu un à côté de l'autre, je crois, puis je ne suis pas le seul, puis il y a eu des premiers ministres fédéralistes québécois qui l'ont dit, le Québec serait viable comme État souverain. Je pense que ça, ce n'est pas controversé. La question, c'est est-ce qu'on serait aussi prospère qu'on l'est présentement? Est-ce qu'on aurait autant de moyens, autant de ressources à notre disposition? Ça, je pense pas. Puis là, je ne suis pas en train de parler de la péréquation. Là. Je pense que c'est juste avoir accès à, par exemple, tous les avantages qui viennent avec le fait qu'on est un membre du pays du G7. C'est excellent. Notre force de négociation avec le plus gros partenaire économique qu'on a, les États-Unis, est beaucoup plus fort quand on négocie à 40 millions que quand on négocie à 8 millions. Même chose pour nos négociations avec l'Union européenne, même chose pour notre accès au marché pacifique. Tout ça, c'est des choses qui ont un impact important dans notre capacité d'avoir la société aussi prospère qu'on l'a. On pourrait, il y a plein de sociétés au monde qui existent sans ces avantages-là, mais on n'aurait pas le privilège de vivre dans une société aussi confortable, je crois. Et puis, fondamentalement, avec moins de ressources, on aurait moins de moyens pour protéger notre culture, moins de moyens pour protéger notre langue, moins de moyens pour protéger nos espoirs, notre avenir. Pour moi, cet équilibre y est là. Il y a beaucoup de choses, puis je trouve que c'est intéressant. Tu apportes des éléments pour la discussion. Sur le marché commun ou sur le fait que dans le Canada, on est dans un plus grand pays,
On a un voisin au sud de la frontière qui s'appelle les États-Unis, qui sont beaucoup plus grands que nous. Tu sais, 40 millions de personnes au Canada à côté des États-Unis. Ouais, c'est à peu près la Californie, genre. C'est pas grand-chose. On s'entend là-dessus. Puis si tu enlèves le Québec, ils sont à peu près 30 millions le Canada. Fait qu'ils sont encore moins. C'est un petit joueur là, à côté des États-Unis. Est-ce que face à la montée de la Chine, de l'Inde, de la Russie, est-ce qu'on devrait s'annexer aux États-Unis puis abandonner la souveraineté canadienne parce qu'on va être plus fort là, contre les Russes, la Chine puis l'Inde? Non, je crois pas qu'on devrait faire ça. Pourquoi? Entre autres parce que c'est pas dans nos intérêts de le faire. J'ai vécu aux États-Unis pendant des années. Là. Moi, je suis pas un anti-américain. J'ai un grand respect pour les gens aux États-Unis. Bon, ils ont une politique un peu rock and roll, mais je veux dire, la majorité des gens aux États-Unis ne sont pas d'accord avec ce que leurs politiciens actuels sont en train de faire. Mais c'est pas dans les intérêts ni du Canada ni des États-Unis, je pense, qu'on ait une intégration politique. Une intégration économique, c'est pas une mauvaise chose. Qu'on ait plus de liens économiques, c'est bon. Le danger, c'est qu'on a un niveau d'intégration économique tellement élevé avec les États-Unis présentement que ça devient un outil politique contre nous. Puis ça, c'est pour ça que, par exemple, le gouvernement canadien fait des pieds et des mains dans les dernières années pour bâtir plus de liens économiques avec l'Europe, avec l'Asie. Les gouvernements du Québec l'ont fait aussi. Il faut qu'on continue à le faire. Pourquoi c'est pas dans notre intérêt politique d'être avec les États-Unis? Ah, parce qu'on a une culture différente. On est des gens différents. On n'est pas... je veux dire, on a tellement de façons différentes de voir le monde. On ne s'organise pas de la même façon. Est-ce que c'est la même chose entre le Québec et le Canada? Non, je pense pas. On n'est pas différents. Non, on est très, très différents. On est très, très différents. Oui, mais c'est pas nécessaire, je crois. C'est un exemple facile. Si on s'annexe aux États-Unis, ça devient impossible d'avoir une loi 101 qui protège le français. Parce que les lois aux États-Unis, la Constitution des États-Unis fait de la liberté d'expression un droit absolu, ou presque. Alors, on ne pourrait pas avoir une exception qui est permise, par exemple, par la clause dérogatoire aux États-Unis. Ça, ce serait impossible. Le Canada donne beaucoup plus de flexibilité à ses États fédérés de gérer leur propre culture, d'avoir un peu plus de contrôle, d'avoir un peu plus de respect de ces réalités culturelles que ce que les États-Unis donnent à leurs États. Je suis d'accord que ce serait pire avec les États-Unis. Oui, ce serait pire. Il n'y a pas juste deux options, il n'y a pas juste être dans le Canada. Non, c'est là qu'on vient à une question mais dans ce que tu disais, moi je suis d'accord avec ça. Le Canada est différent des États-Unis. Oui. Puis je pense qu'ils sont moins différents que le Québec puis le Canada. Déjà, ils partagent la même langue. Oh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent au Québec, que les Canadiens sont essentiellement juste des Américains. Je pense pas que c'est vrai. C'est ça que je disais. Je disais qu'ils partagent la même langue. Oui, ils partagent la même langue. Bon, ils partagent déjà la même langue. Ils n'ont pas le français à défendre, les Canadiens anglais. Les Britanniques puis les Américains partagent la même langue. Ça ne les aura pas empêchés de faire une guerre pour se séparer. Oui, parce que l'indépendance, finalement, d'un peuple, parce qu'ils ont développé des différences. Puis pour eux, ils disaient... La guerre n'était pas une question d'autodétermination des peuples. Leur guerre était une question de taxes. Oui, exact. Mais ils disaient pourquoi que nous, on subirait des taxes anglaises quand on n'a pas de représentation, quand finalement on n'a pas notre mot à dire sur les décisions qui se prennent à Londres. Mais on a une représentation à Ottawa. Absolument. Puis ça, c'est une différence. Ouais. Mais, par contre, on a une représentation qui diminue d'année en année en année. Puis, au sein du Canada. Un jour, peut-être que l'équilibre va changer. Mais présentement, jour... quand je regarde l'équilibre, moi, je suis encore du bord qu'on est beaucoup mieux servi à rester et à essayer de réformer et à s'engager pleinement dans la Fédération canadienne. Ben, je serais d'accord. Si la réalité change un jour, ça se peut que je change d'idée. Mais présentement, quand je regarde la situation, je tombe de ce bord-là. Ben, on n'est même pas dans une logique dont on veut réformer. De ce que tu me disais, c'est on attend qu'il y ait le contexte. Non, mais c'est pas parce qu'on attend qu'on veut pas. C'est juste qu'on s'assure d'avoir les bonnes conditions pour que quand on fait ça, on va avoir gain de cause. Je pense pas qu'il faut attendre d'avoir les bonnes conditions pour demander le minimum. Le minimum. C'est d'avoir nos pouvoirs en immigration. Tu sais, les 5 demandes de Mitch, là, il me semble que c'est le minimum, on s'entend là-dessus. Fait que je pense pas qu'on a besoin d'attendre je sais quel facteur économique, le taux de chômage ou peu importe. Non, je pense que c'est une question de, comme je disais, je ne vais pas toujours retourner là-dessus, mais renouer les liens avec les autres provinces. Et puis, cette discussion-là, je pense qu'elle va être précipitée par elle-même. On n'est pas obligé de la pousser. Là. OK, mais on verra bien parce que je pense pas que ça va venir de ce côté-là. Mais juste pour revenir sur les avantages d'appartenir au Canada. Appartenir, participer, faire partie. On n'appartient pas. Oui, mais quand même, il y a des décisions qui se prennent sans nous, sans l'accord du Québec. Oui, il y a des décisions qui se prennent au niveau fédéral, oui. On a une représentation et puis, je veux dire, travailler avec ses voisins, ça veut dire que des fois, tu ne vas pas tout avoir ce que tu veux. Donc,
Moi, la question que je me pose tout le temps, c'est pourquoi, tu sais, il y a 194 pays dans le monde, des pays beaucoup plus petits que le Québec, Oui. des pays comparables au Québec, puis certains pays plus grands que le Québec. Tu sais, le Canada est un techniquement plus grand pays en termes de territoire et de population, mais pas tant que ça non plus, là, quand on regarde la population. On voit des pays comme, par exemple, la Norvège. Tu sais, c'est plus petit, je pense, que le Québec en termes de territoire puis en termes de population. Pourquoi ces pays-là, pour eux, c'est important, puis pour eux, ça fonctionne, la souveraineté, mais pas pour les Québécois? Parce que les Norvégiens vivent dans un contexte norvégien. Ouais. Les Québécois vivent dans un contexte québécois. Tu sais, il y a des choses qui fonctionnent pour certains peuples à certains endroits dans le monde qui ne fonctionnent pas pour d'autres peuples à d'autres endroits dans le monde. C'est normal que des peuples différents arrivent à des conclusions différentes sur comment ils veulent entretenir leurs relations avec d'autres entités politiques. Fait que pour toi, fondamentalement, la souveraineté, c'est pas positif pour le Québec qu'on ait tous nos pouvoirs, une plus grande autonomie, tout court. Ben là, tu es en train de me demander si c'est tout ou rien. Comme je disais, c'est une question d'équilibre. Ça se peut qu'un jour, je regarde la situation puis l'équilibre tombe de l'autre bord. Mais présentement, quand je regarde la situation, je tombe du côté que, malgré les imperfections du Canada, le peuple québécois est mieux servi à s'engager dans la Fédération canadienne le plus possible que la quitter. Puis ça veut dire quoi, s'engager? Parce que des décisions, tu sais, quand on demande les pouvoirs en immigration, on s'engage, on est dans cette relation-là, puis on se fait dire non. Le Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, le dernier mandat, 2017, qui fait un document être québécois, c'est notre façon d'être canadien, qui fait les demandes historiques du Québec, qui se fait répondre en une journée, même pas 24 heures, qui se fait répondre non par Justin Trudeau dans un couloir du Parlement. On n'est plus en 2017. Le Canada a beaucoup évolué depuis. Mais est-ce qu'il y a un avantage à se faire dire non sur des demandes comme ça qui sont unanimes parmi toute la classe politique? Là, on ferait un... Non, il n'y a pas d'avantage à se faire dire non à ça, mais il y a plein d'autres avantages. Puis c'est ça, je regarde l'équilibre, puis les inconvénients sont moins forts que les avantages. Le marché commun, il n'y a rien qui nous empêche de s'allier dans les avantages que tu me nommais tantôt, je comprends, là, d'avoir une intégration économique avec le Canada en étant une province canadienne. Je l'entends, on est plus fort quand on négocie face aux États-Unis. L'est-on réellement, là, avec tout ce qui se passe réellement, j'en doute. Là. Puis je veux dire, est-ce qu'on serait plus ou moins fort à négocier à 8 millions contre les États-Unis? Moi, j'y crois pas, là. Ben, il y a d'autres pays qui le font, puis ils réussissent très bien. Parce que là, en ce moment, réussissent très bien présentement, je suis pas sûr. Juste pour expliquer, là, quand on est dans le Canada, okay, on envoie la délégation canadienne. Il n'y a pas de délégation québécoise là, qui va être négociée avec l'administration américaine. Ça va être une administration canadienne. Puis effectivement, c'est sûr que notre poids comme Québécois, si on est un pays, face aux États-Unis, il ne sera pas plus ou moins important, okay, si on s'entend là-dessus. Je pense pas qu'on s'entend là-dessus. Moi, je crois que si on... Le Québec, c'est négocie seul. Le Québec négocie seul contre et les États-Unis et le Canada et le Mexique. Je suis pas sûr qu'on va mieux s'en tirer que si on négocie. Ce qui va changer, fondamentalement, c'est qu'on va pouvoir choisir là où on fait des compromis, là où on n'en fait pas. Là, on n'a même pas ce pouvoir-là. On n'est même pas à la table de négociation. On risque d'être forcé à faire beaucoup plus de compromis si on arrive dans une position beaucoup plus faible. À quel point beaucoup plus faible? Je veux dire, ça, c'est là que ni moi ni toi, on a une boule de cristal, je sais pas, là, mais moi, je regarde l'ensemble des choses. J'ai vécu aux États-Unis pendant des années. J'ai une assez bonne idée de comment ils négocient leurs affaires. C'est pas dans notre avantage de rentrer dans cette situation-là, dans une position moins forte. On ne pourra pas être d'accord là-dessus. Il y a le Québec, par définition, quand on regarde les indicateurs socio-économiques, on est parmi les pays dans le top 30 au niveau du PIB par habitant. Moi, je me dis que si les autres pays sont capables, là, en étant en bas du top 30, là, donc si nous, on est au top 30, nous aussi, on va être capable de tirer notre épingle du jeu. Puis on va avoir notre place à la table de négociation, puis on va pouvoir négocier plutôt que de donner ce pouvoir-là à un autre État qui n'a pas les mêmes intérêts que nous. On l'a dit tantôt. Le Canada n'est pas un autre État. Je comprends que c'est ça la ligne qui est souvent donnée, là, mais je veux dire, non, on fait partie de l'État canadien. Le Canada n'est pas un autre État. On est un État fédéré. Alors, on fait partie de l'État canadien et de l'État québécois. Est-ce que c'est un autre gouvernement? C'est un autre palier de gouvernement, mais je veux dire, moi, j'ai voté aux élections fédérales, puis toi aussi, j'espère. Oui. Alors, absolument. C'est notre gouvernement aussi. Oui, mais c'est pas par choix. Je veux dire, moi, j'habite à Québec. La grande majorité des députés à l'Assemblée nationale, ils viennent pas de la ville de Québec. À peu près la moitié viennent de la région de Montréal. On est d'accord. Est-ce que je devrais dire que c'est pas mon gouvernement? Ça marche pas comme logique. On est d'accord, Farnell. Effectivement, j'ai un vote aux élections canadiennes, mais le Québec, dans la Fédération canadienne, on a à peu près 22 % des sièges au Parlement. Ouais. Je veux dire, même si le Québec demain matin vote tout en bloc, là,
on peut avoir des gouvernements majoritaires qui sont élus sans nous. Ouais. Ça a été le cas dans les dernières années. Ben, je veux dire, comme c'est possible d'avoir un gouvernement majoritaire qui n'a aucun député de la Ville de Québec à l'Assemblée nationale, ça se peut, ça? Oui, mais la différence entre la Ville de Québec puis après ça, la comparaison, ça, c'est pas pour moi. Non, mais je pense que les intérêts de la Ville de Québec et les intérêts de la Ville de Montréal ne sont pas toujours parfaitement alignés non plus. C'est ça la réalité de s'organiser dans des États. Je vais juste finir là-dessus. Est-ce qu'on partage quelque chose de plus, toi puis moi? Moi, j'habite à Montréal, toi, tu habites à Québec, que moi puis le gars de Saskatoon. Premièrement, on se parle. J'ai jamais parlé à un gars de Saskatoon. Ah, moi, j'ai parlé à des gars de Saskatoon. Ben, tant mieux, mais je pense que la majorité des Québécois n'ont pas parlé à des gars de Saskatoon. Je pense que la majorité des Québécois n'ont pas de lien avec les gars de Saskatoon. Je pense que la majorité des Québécois ne parlent pas la même langue que les gars de Saskatoon. Puis je pense surtout que lui ne parle pas français. Je pense pas qu'il comprend le Québec. Je pense qu'on a des intérêts différents. Puis je comprends, puis c'est correct. Puis on peut avoir une intégration économique. On peut s'entendre sur, par exemple, la défense commune, si on veut, ou sur la monnaie commune, puis trouver des mécanismes comme le font l'Union européenne. Mais ce n'est pas à l'avantage d'un peuple de laisser ses pouvoirs, sa destinée, une partie de sa destinée, parce qu'on a des pouvoirs au Québec, entre les mains d'un autre gouvernement. Tout simplement. Pour moi, c'est ça la souveraineté. C'est que tu viens de l'approche que c'est un autre gouvernement. Moi, je le vois comme ça fait partie du même gouvernement. Tu sais, je vote aux élections fédérales à même titre que le gars de Saskatoon. Oui, mais tu es minoritaire. Ben, le gars de Saskatoon aussi. Oui, mais le gars de Saskatoon... Non, mais je veux dire, c'est ça, s'organiser. C'est que des fois, il faut que tu acceptes que pour le bien commun, des fois, tu vas perdre, des fois, tu vas gagner, mais tu espères que la collaboration dans son ensemble apporte plus que ce que ça coûte. Puis je comprends qu'il y a des gens qui regardent cet équilibre-là puis ils tombent de l'autre bord. Mais moi, je regarde cet équilibre-là, puis je continue à croire que c'est dans nos intérêts de rester alliés, de rester dans une fédération avec d'autres groupes de personnes. On peut rester alliés en étant un pays. Mais je veux dire, on peut rester alliés en étant fédérés aussi, mettons. Là, ouais, alors, on reste alliés, on veut... c'est là que je pense que je bug un peu. Imaginons, imaginons qu'on va dans un scénario idéal. On va vouloir avoir un libre-échange avec le Canada, j'imagine. Mm-hmm. On va vouloir avoir une défense commune, donc une intégration de nos armées. On va probablement vouloir, pour une période de temps, avoir une politique monétaire commune. J'imagine qu'on va vouloir avoir un déplacement libre d'un à l'autre. Alors, il va falloir qu'on ait une forme de politique d'immigration commune. Ça commence à ressembler à un gouvernement fédéral, ça. Pas de frontières au niveau de... Pas de douane, c'est-à-dire, parce qu'il va y avoir une frontière, mais pas de douane. Chaque pays a quand même son... Mais on s'entend sa politique d'immigration. En France, tu peux passer d'un pays à l'autre. Dans l'Union européenne, ils ont quand même leur politique d'immigration. Mais je veux dire, si, par exemple, je vais aller travailler en Colombie-Britannique... Ça, on peut le négocier aussi. Ben oui, alors on va avoir une entente de mobilité du personnel, ce qui veut dire que les gens que le Canada laisse rentrer au Canada pourront potentiellement, par cette mobilité-là, venir au Québec de toute façon. Tu sais, le scénario idéal d'un Québec souverain, c'est un Québec qui partage déjà tellement de choses avec le Canada qu'à toute fin pratique, on fait déjà un gouvernement fédéral. Alors, tant qu'à y être, négocions ces ententes-là avec 20 % de la représentation au lieu de 0. Ben non, c'est pas vrai. On négocie pas à la Chambre des communes. C'est pas la même chose. Là. Ben oui, on négocie à la Chambre des... Les députés à la Chambre des communes négocient Québec, comme les députés à l'Assemblée nationale. C'est pas le Québec qui négocie. On n'a pas un... Non, mais les députés c'est pas de nation en nation. Non, mais les députés à Ottawa, ils sont pas québécois. Il y a un travail législatif qui se fait, mais c'est pas de nation en nation. On s'entend là-dessus. C'est pas le gouvernement canadien qui s'assoit avec le gouvernement québécois pour négocier. Non, mais c'est des représentants québécois qui négocient avec des représentants de toutes les autres régions du Canada pour faire un gouvernement central. Les députés québécois à Ottawa, ils sont pas québécois, là. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a personne qui dit l'inverse. C'est juste que... Alors, quand eux, ils vont et ils négocient les ententes législatives qui deviennent les lois fédérales... Ben, c'est la majorité qui décide. Puis on est une minorité dans le Canada. Puis on a tout intérêt, quand on est un peuple, d'être une majorité dans notre pays. Je crois pas que c'est nécessaire, de un, puis de deux, je pense pas que c'est comme s'il y avait juste un Canada anglais non plus. Les Maritimes ont des intérêts très différents de la Colombie-Britannique. Tu négocies ensemble entre plusieurs intérêts différents. Puis ça, c'est vrai à l'Assemblée nationale comme c'est vrai à Ottawa. Mais sur le point de vue culturel, puis sur le point de vue des intérêts économiques... Ça aussi, c'est très réducteur de dire que les gens des Maritimes, puis les gens de l'Ontario, puis les gens de la Colombie-Britannique sont un monolithe culturel. C'est pas vrai. Là. Mais est-ce qu'on est quand même d'accord de dire qu'il y a une plus grande ressemblance culturelle entre les gens de l'île du Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique qu'entre, encore une fois, le gars du Québec et le gars de Saskatoon? On regarde juste là, le formidable livre de Jean-Marc Léger sur la différence québécoise. Je me souviens pas du titre. Puis il y a un
un ouvrage encore plus récent de Vincent Vallée, justement, qui s'appelle « La différence québécoise », sur des affaires fondamentaux, là, juste comme on est différent sur plein d'aspects. Ouais. Oui, absolument. On est probablement le plus différent de la moyenne. Mais c'est faux, je On est crois, un de peuple dire... unique. On s'entend là-dessus. Je crois que les maritimes sont un peuple uniques, puis je pense que les prairies sont un peuple unique, puis je pense que la Colombie-Britannique est un peuple unique. Je veux dire, je comprends C'est qu'ils des se peuples ressemblent uniques. un peu plus, mais c'est pas vrai de dire que quelqu'un qui habite en Colombie-Britannique, puis quelqu'un qui habite en Alberta, puis quelqu'un qui habite à Toronto, puis quelqu'un qui habite dans un village de pêche des maritimes ont toutes la même réalité culturelle. C'est pas vrai non plus. Si eux autres sont capables de s'entendre entre eux, on est capable de faire notre bout de chemin aussi. Peut-être. Honnêtement, moi, je suis assez déconnecté de la culture canadienne. Ben, Puis la Nouvelle-Écosse, puis je veux dire, ce que je remarque finir souvent, là-dessus. c'est souvent ça. Là. Ouais, excuse. Pas de problème. On est là pour discuter. On est dans la passion. On est passionné, puis Ouais. je pense que ça va enrichir les gens, mais un gars de la Nouvelle-Écosse puis un gars de la Colombie-Britannique qui ont quand même une télévision nationale commune. Ce qu'on n'a pas avec le reste du Canada. Je pense, honnêtement, j'arrive pas... je vais y aller, là. Ouais. Je veux bien, gars, je vais me Ça vaut donner la ce peine. défi-là. Puis quand tu le Puis je fais, parle avec des Canadiens en Ouais. ligne, mais tu sais, Ben, moi, ils m'ont jamais dit... si tu as la chance d'aller vivre en maritime, d'aller vivre à Toronto, puis d'aller vivre à Saskatoon, je Ouais, t'encourage. j'irai pas vivre. Ok. Je respecte, là, Mm. puis c'est des super belles places, mais j'aime trop le Québec. Ouais. Pour, Non, mais c'est ça, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'au Québec, on tend à voir le reste du Canada comme une espèce de caricature monolithique, un peu de la même façon que des fois, on voit les Américains comme une caricature monolithique, mais c'est des groupes très diversifiés, très différents entre eux. Oui, on est peut-être un peu plus, peut-être même beaucoup plus différents de la moyenne, mais c'est pas vrai, je crois, qu'on négocie contre un monolithe. On négocie avec des gens qui ont tous des intérêts différents et puis il y a manière de s'entendre. Ouais, mais c'est juste que c'est pas arrivé encore qu'on arrive à s'entendre. Tu sais, Bon, non, c'est pas vrai ça non plus. ça aussi, je veux OK. juste dire mon point. Après ça, je vais te donner le droit de réplique. Tu sais, quand on regarde 82, puis je comprends où tu t'en allais. Là. Tu vas dire qu'on a eu des concessions du gouvernement fédéral, c'est vrai. Mais quand on regarde le cœur quand même du débat, là, quand on regarde 82, on s'est fait trahir par le reste du Canada. On avait un front commun. C'est pas ça. OK, continue. Mais je comprends ta réaction, mais on avait un front commun, puis le résultat, c'est que le Québec n'a pas signé la loi constitutionnelle de 82, tu l'as bien expliqué dans ton cours, sur la Constitution québécoise. Après ça, l'accord du Lac-Meach, encore là, ça a échoué à la dernière minute. Ça a été tellement crève-cœur pour les Québécois à l'époque. Même Robert Bourassa envisageait la souveraineté à l'époque. Après ça, 92, on réessaye. Puis là, on a François Legault, qui lui, c'était ça, là, son objectif, d'aller négocier. Puis il s'est dit, gars, ça n'a pas fonctionné les dernières fois qu'on a essayé avec 82, 90, 92. Fait qu'on va essayer effectivement d'aller demander de raisonner le gouvernement fédéral pour nous donner des pouvoirs, notamment en immigration. Puis sur la santé, il a fait un front commun, puis encore là, ça n'a pas fonctionné. Philippe Couillard, comme on l'a dit tantôt, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai pas l'impression que si ça fonctionnait de réformer le Canada, ça serait déjà fait, là. Mais il y a des problèmes avec le Canada. Absolument. Je veux dire, les gouvernements libéraux, historiquement, ont tous gardé les mêmes 5 conditions aussi. Je peux pas être plus d'accord. Le fait qu'on ait des désaccords persistants, ça ne veut pas dire que l'ensemble de notre relation est un échec. T'sais, je veux dire, moi, ça m'arrive que je me chicane avec mes amis. Ça ne veut pas dire que j'arrête d'être ami. On a des points de désaccord. On essaie éventuellement de les régler, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de reconnaître qu'il y a un ensemble de biens qu'on est capable d'aller chercher pareil. Oui, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui fonctionne de correctement, là. Non, mais c'est ça. Alors, ça revient à dire, je veux dire, on Mais regarde l'équilibre, puis on n'arrive pas dans la même direction. Ce que toi, tu me dis, c'est qu'on peut réformer le Canada pour avoir notamment les 5 demandes de Meach. Ça, c'est vrai jusqu'ici. Oui, je crois que c'est possible. OK, mais pourquoi ça s'est jamais passé? Ça fait des années, là. Ben ouais, la réalité en 92 puis la réalité en 2026, elle est très différente. Qu'est-ce qui a changé? Ben, ce qui a changé, entre autres, notre économie s'est largement globalisée. Entre autres, on a fait des grands gains imparfaits, mais des grands gains avec les relations avec les peuples autochtones. Il y a eu des reconnaissances par la Cour suprême de leurs droits, ce qui a fait que l'entente n'a pas fonctionné. Potentiellement, maintenant, on a eu quand même des bonnes avancées là-dessus. On pourrait peut-être le faire. Je veux dire, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné dans le passé que ça ne peut pas fonctionner dans le futur. Moi, je regarde vers l'avant puis je me dis, il y a un potentiel
à régler assez de ces situations-là pour qu'on puisse continuer à être une société prospère à notre façon. Je suis d'accord avec toi, il y a des choses qui ont changé, mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que les demandes, on les a pas reçues. Puis on ne s'est pas rapproché de ça non plus. Non, il y a eu des bons rapprochements là-dessus. On n'a pas encore les demandes enchâssées dans la Constitution parce que pour ça, il faut réouvrir la Constitution. Puis ça, c'est très difficile politiquement présentement. Mais sur, par exemple, l'immigration, on a une entente avec l'immigration. La reconnaissance de la nation québécoise, c'est dans la Constitution maintenant. La nomination des juges, on a une loi là-dessus. Elle n'est pas enchâssée constitutionnellement, mais on a une loi là-dessus qui a été enchâssée constitutionnellement par la Cour suprême elle-même. Il y a eu des gains, là. Il y a eu des gains importants, il faut le reconnaître. Mais on n'a pas... On n'a pas toutes, mais on a eu des gains. Mais c'est dans la Constitution, la reconnaissance de la nation? Ben oui, ça a été inscrit dans la loi constitutionnelle de 1867 que les Québécois forment une nation. Par le gouvernement du Québec? Par le gouvernement du Québec. OK, c'est ça, c'est pas reconnu par le Canada. Ben non, le gouvernement, le gouvernement du Canada aurait pu s'objecter et ne l'a pas fait. C'est une reconnaissance. Parce qu'il y avait sans doute un coup politique à ça, puis ils se sont dit, on va peut-être se taire là-dessus. Mais Ce qui montre que notre position politique est assez forte, que le gouvernement canadien ne va pas s'imposer contre n'importe quoi, n'importe quand. Je veux dire, si le gouvernement canadien n'a pas refusé... Si on revient là-dessus, est en déclin. Fait qu'un jour, ça ne le sera plus. Là. Ben oui, mais ils ne peuvent plus reculer maintenant. Je veux dire, ils l'ont accepté. Puis les ententes temporaires à la pièce qu'on doit renouveler... C'est pour ça qu'il faut les renégocier. Moi, je pense qu'on est mieux de l'enchasser dans la Constitution. Puis ça, je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Parce qu'on peut bien avoir un gain pour 5 ans. Après ça, si dans 5 ans, on ne l'a plus, ça ne sert à rien de se vanter puis se dire « Hey, on a eu des gains. » On ne l'a pas réformé, le Canada. Non, mais c'est pour ça que je suis d'accord qu'il faut enchasser ces choses-là dans la Constitution. Si mais ça avait été réformé... Ça va être beaucoup plus facile de demander que ce soit enchâssé dans la Constitution aujourd'hui, maintenant que ces choses-là sont à toute fin pratique des faits accomplis. Ça fait des années que le gouvernement canadien reconnaît ces choses-là. Je veux dire, quand la dernière fois qu'on a essayé, c'était toutes des nouvelles demandes. Maintenant, c'est des demandes qui sont de facto déjà reconnues par le gouvernement du Canada. Ça va être beaucoup plus facile de les renégocier. Tu penses? Oui. Pourquoi? Ben parce que, comme je disais, c'est déjà fait. C'est beaucoup plus facile d'accepter quelque chose quand c'est déjà une pratique. Ça ne l'était pas la dernière fois qu'on a essayé. Maintenant, c'est des gains, c'est fait. C'est la norme politique. Maintenant, tout ce qu'on ferait, c'est reconnaître une pratique déjà existante. C'est beaucoup plus facile. Mais ça n'a pas été fait. Fait que j'imagine que c'est pas facile de le faire si ça n'a pas déjà été fait. Non, ça n'a pas été fait parce que pour ça, il faut réouvrir la Constitution. Puis ça, c'est quand même un gros processus dans lequel il faut avoir des alliés puis des ententes chez les autres provinces. Fait que c'est pas facile de le faire. Mais c'est plus facile maintenant que le gouvernement du Canada a beaucoup moins intérêt et beaucoup moins de facilité à refuser ces choses-là quand ils sont déjà reconnus officieusement. Je comprends, j'entends. Je pense que on pourrait continuer comme ça pendant 3 heures. Sûrement, à un moment donné, on va se tanner aussi. aussi. Je pense que les gens ont quand même eu le cœur de la discussion. Si tu veux résumer en quelques secondes ta position, pourquoi rester dans le Canada? Je pourrais peut-être même le mettre en clip ou tu pourras le clipper. Écoute, ça se résume pas facilement en quelques secondes. On a eu la joie d'avoir une grosse discussion comme ça, c'est qu'on a pu aller dans toutes les nuances. Essayer de résumer ça à quelques secondes, je veux dire, c'est comme ça qu'on se perd un peu, j'ai l'impression. Là, mais moi, je reviens à l'idée de l'équilibre. Je reconnais que le Canada n'est pas parfait. Je reconnais qu'il y aurait potentiellement des avantages à changer notre lien constitutionnel avec le Canada. Mais dans l'ensemble, quand je pèse les pour et les contre, c'est à notre avantage en tant que peuple de rester dans la Fédération canadienne et d'y investir. Je comprends. Puis pour finir là-dessus, moi, je pense qu'il n'y a pas de désavantage à ce qu'un peuple puisse s'autodéterminer. Je pense que c'est positif en soi qu'un peuple puisse prendre toutes ses décisions, négocier d'égal à égal. Ça se fait partout dans le monde. Les peuples vont vers ça. Il y a encore plus récemment, l'exemple de l'île de Bougainville, 300 000 habitants. 300 000 habitants, là, on est 9 millions au Québec, qui choisissent l'indépendance. C'est une petite île en Océanie. Puis ils choisissent l'indépendance. L'Écosse vient d'élire un gouvernement indépendantiste en Écosse. Le Pays de Galles vient d'élire un gouvernement indépendantiste. Les peuples font le choix de la liberté parce qu'on n'a aucun intérêt à laisser un autre peuple décider pour nous sur certains dossiers. Fait que quand on regarde le déclin du Québec en termes de la langue française, en termes de culture, en termes économiques au sein du Canada, moi, je pense qu'on a tout avantage à faire nos affaires, d'avoir, après ça, de très bonnes relations avec le gouvernement canadien puis avec les Canadiens en général. Mais je pense qu'on le voit, tu sais, comment que Mark Carney défend la souveraineté canadienne parce que c'est important pour le Canada de rester souverain. Ça l'est tout autant pour les Québécois. Puis on a tout ce qu'il faut pour devenir un pays. On va être parmi le top 30, je le disais, juste au niveau économique, là. Puis on est beaucoup plus haut en termes de d'autres indicateurs, mais au terme économique, ce qui semble être la peur principale, dans le top 30 au niveau du PIB par habitant, moi,
moi, ça me fait pas peur. Puis je pense qu'on va être tout à fait capable de négocier. En plus qu'on a des alliés en Europe naturels comme la France, la Suisse, la Belgique. C'est pas vrai qu'on va être isolé puis tout seul face au Canada ou aux États-Unis. On va pouvoir s'intégrer à d'autres marchés. Il n'y a pas juste les États-Unis puis le Canada dans le monde. Oui, ils sont collés sur nous. Oui, parfois, ça fait peur, mais parfois, ça vaut la peine aussi de faire preuve de courage puis de se tenir debout quand on pense qu'on a quelque chose à défendre d'unique au monde. Puis moi, je pense qu'on a quelque chose d'unique au monde à montrer au visage du monde. Tu sais, d'imaginer le Québec aux Olympiques, d'imaginer le Québec aux Nations unies avoir sa place, pouvoir parler en son propre nom, je pense que ça, en soi, c'est positif. Puis ça comme jeune Québécois, là, surtout, ça me rend beaucoup plus optimiste face à l'avenir quand je vois tous les défis à l'international qui se pointent le nez. Les guerres, quand on voit les changements climatiques, c'est les pays qui vont avoir, c'est les peuples qui vont avoir un pays qui vont pouvoir avoir une emprise sur ces problèmes-là puis apporter leurs solutions. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que je suis souverainiste. Fait que je l'ai résumé un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu voulais répondre, puis après ça, on ira plus dans comment on peut te suivre. Ouais, la notion de liberté, je pense que c'est important parce que moi, la liberté, c'est extrêmement important pour moi. Je comprends ça. Le Québec peut quitter le Canada. Le Québec est libre de quitter le Canada. Ça a été mis très clair par la Cour suprême du Canada. Si le Québec veut quitter la Fédération canadienne, il peut. Alors, on est libre présentement. Moi, je le crois. Un peuple peut librement choisir de s'associer à un autre peuple comme il le veut. De la même façon que moi, je peux librement choisir d'avoir des colocs ou pas. Et puis, le Canada est une association libre. Je suis confortable avec ma liberté. Tu sais, quand les gens souvent me disent « Ah, vive le Québec libre », je dis « Oui, absolument, vive le Québec libre et souhaitons qu'il le reste ». Absolument. Mais bon, je ne vais pas nous relancer, mais par rapport à, juste rapidement, là, que le Canada nous donne la liberté de se séparer, une chance, Caroline. Puis deuxième chose, surtout, ils ont fait la loi sur la clarté, puis ils ne veulent pas nous dire c'est quoi pour eux une majorité claire, c'est quoi une question claire. Ouais, on est tous d'accord qu'on veut une majorité claire puis une question claire. Il n'y a personne qui veut une question pas claire. Mais après ça, qu'ils nous mettent les conditions pour qu'on s'en aille, c'est comme si je te dis, tu peux t'en aller du local, mais je te mets les conditions. Il va falloir que je te dise oui ou non. Moi, Mais je ne suis pas sûr que la loi sur la clarté référendaire a la force constitutionnelle que le gouvernement fédéral dit qu'il a. tant mieux. Tant mieux. Mais que le simple fait qu'ils disent qu'ils veulent nous autoriser ou non autoriser notre référendum, reconnaître ou non reconnaître notre référendum, j'ai une petite difficulté avec ça. Je passerai peut-être rapidement, si tu le veux bien, à la partie ça ou ça, OK. qu'on fait souvent avec nos invités. Si tu ne veux pas répondre à une question, tu n'es pas piégé, tu as le droit de ne pas répondre puis de passer. PQ ou PCQ? PQ. Les colocs ou les cowboys fringants? Les cowboys fringants. Pablo Rodriguez ou Marois Risky? Marois Risky. C'est une amie. Absolument. Claude Pelgag ou Lou Adrienne Cassidy? Oh! Hey, je peux-tu dire que c'est tough ça? Je les aime les deux. Pour son bras de loup, Lou Adrienne Cassidy. J'aime la réponse. Jean Charest ou Philippe Couillard? Philippe Couillard. À choisir obligatoirement entre les deux, Philippe Couillard. Réformer le Canada ou accepter le statu quo? Réformer. Parfait. Ben, je te remercie, Farnell. C'était tout dans ma partie ça ou ça. OK. Je ne sais pas s'il y avait des choix sur lesquels tu voulais répondre. Sur lesquels le tu voulais ça? revenir. Ouais. Ben, je veux dire, je veux pas donner l'impression que j'aime pas les colocs non plus, mais c'est que les cowboys fringants ils sont capables d'aller me chercher des larmes régulièrement. On se comprend là-dessus. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup pleuré quand Carl Tremblay est décédé. Je m'en souviens, j'étais à Londres, puis genre, on avait une soirée karaoké avec les autres étudiants à la maîtrise, puis j'avais choisi une chanson. Il y avait une chanson des Cowboys fringants sur du karaoké à Londres, puis je l'ai choisie, puis je l'ai pas fini parce que je braillais. Ah ouais? C'était L'Amérique pleure. Puis personne autour de moi comprenait, mais tout le monde était bien sympathique pareil. Ah ouais, je comprends. Puis le nouvel album en plus, puis plus. tout ça, Ouais. c'était... Ouais, beaucoup d'amour pour les cowboys. Je te remercie, Farnell. Ça a été un bel échange. Je pense que des fois, on se sentait passionné. Ouais, mais non, mais tu sais, je veux dire tout de suite, là, c'est une bonne chose, ça. Oui, c'est vrai que la passion rentre, mais je veux dire, c'est des questions qui devraient nous passionner. La pire chose en politique, c'est l'apathie. C'est ça qui détruit une démocratie, c'est ça qui détruit notre liberté. Alors, j'apprécie tellement ta passion, j'apprécie que tu aies été patient avec la mienne. C'est ça qu'il nous faut.
Parfait. Ben, j'apprécie énormément. J'invite les gens à demeurer respectueux dans les commentaires. Je vais essayer de faire une modération. Le débat d'idées, ça va, mais j'aimerais ça qu'on demeure respectueux. C'est une chance d'avoir quelqu'un qui pense pas comme nous face à nous. Il ne faudrait pas faire peur aux prochaines personnes. Non. Puis je veux dire, si jamais il y en a d'autres qui veulent venir, là, venez-vous-en. On a besoin de se parler. C'est une super belle chose. Je pense qu'on va essayer d'inviter, je le dis en primeur, on va essayer d'inviter les chefs de parti. Fait que si tu veux passer le mot, si jamais Charles Milliard nous entend, il sera le bienvenu pour qu'on puisse discuter. On peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, sur à peu près tous les réseaux sociaux, c'est juste mon nom, Fernel Morisset, pas de point, pas de virgule, pas de tiret, c'est ça. Bien, parfait. Fait que sur ça, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à aimer évidemment la vidéo, commenter, partager. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir percer l'algorithme. Puis je pense que c'est important qu'on soit fédéraliste, souverainiste, indécis. Surtout pour les indécis qui se posent beaucoup de questions. Moi, je le raconte souvent, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question nationale, je suis allé chercher du contenu en ligne. Puis c'est comme ça que je me suis fait ma tête. Fait que je pense que c'est intéressant pour les indécis qui puissent avoir les deux opinions. Donc, partagez ça massivement. Et sur ça, on se dit à la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup.